Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureux de vous retrouver dans le talk avec Signé Naha, bien sûr. Et franchement, aujourd'hui, nous recevons une personnalité très importante du football camerounais. En l'occurrence, le président de la commission centrale des arbitres et membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football, Monsieur Stéphane Foko Kamga, un homme aux multiples casquettes. C'est bien, ça tombe bien parce que lui et moi on a une cassette. Bonjour Stéphane. Bonjour Richard, comment tu vas? Ça va très très bien. Ok. Alors aussi. Stéphane, moi, tu sais, moi je préfère qu'on aille sur le vif du sujet parce que tous les Camerounais veulent savoir, veulent comprendre. Aujourd'hui, comment d'abord se porte la commission centrale des arbitres? Oh, elle se porte bien, Richard. Déjà, je vais te dire d'abord merci de l'invitation parce qu'après, il faut savoir que l'arbitrage est un point central de la Fédération camerounaise de football et le président de la fédération, le docteur Samuel Eto'o, il met beaucoup d'énergie. Donc, c'est déjà une bonne chose. Je te remercie que tu m'as invité parce qu'après, ça nous donne l'occasion de parler de l'arbitrage et peut-être de répondre aux préoccupations de beaucoup de Camerounais et peut-être de beaucoup de sportifs. Mais justement, Stéphane, on va se tutoyer parce qu'il faut qu'on dise à tout le monde. Nous sommes d'abord des amis. Voilà, on est d'abord des... voilà. Du football en plus. Voilà, d'accord. Donc, c'est quoi exactement le rôle de la CCA pour que les gens comprennent? Bon, effectivement, c'est une très bonne question. Il faut que je commence par définir le rôle de la CCA. La Commission centrale des arbitres a principalement le rôle de définir la politique générale de l'arbitrage. Et cette politique générale, elle est définie au préalable par le comité exécutif de la FECAFOOT et non par son président, qui est le docteur Samuel Eto'o. Ensuite, la commission centrale des arbitres a un autre objectif, un autre rôle, je voudrais dire, de définir le profil de l'arbitre et le profil de l'arbitrage. Et je vais un peu m'expliquer en quelques secondes. D'accord. Lorsqu'on parle de définir le profil de l'arbitre, c'est quoi? C'est que la commission centrale doit dire quel type d'arbitre elle voudrait pour le championnat camerounais, quel type d'arbitre elle voudrait, quel type d'arbitre va se projeter pour la CAF et peut-être pour la FIFA. C'est la commission qui définit le profil de l'arbitre. Je vais prendre un exemple simple. On peut décider au Cameroun, par exemple, que nous voulons des arbitres jeunes. On peut décider qu'on veut des arbitres qui sont grands de taille. On peut décider qu'on veut des arbitres qui sont véloces en fonction de ce que nous voulons. Ça, c'est la définition du profil de l'arbitre. La commission centrale des arbitres définit aussi le profil de l'arbitrage. Et lorsque je parle du profil de l'arbitrage, je veux parler de la philosophie. Quand vous entendez, par exemple, dire le FC Barcelone a une philosophie qui est le tiki-taka, on dit que le Real Madrid a sa philosophie. En fait, c'est ça aussi. Dans l'arbitrage, la CCA définit le profil de l'arbitrage. Et je vais vous dire, par exemple, quand vous allez en Angleterre, vous allez vous rendre compte que les arbitres anglais ont une façon particulière de se comporter. Ils sont bons dans la communication avec les joueurs, avec les entraîneurs, et ainsi de suite. Et donc, au Cameroun, nous définissons aussi le profil de l'arbitrage pour que quoi? Pour que vous, monsieur Richard, si vous voyez un jeune noir, ici, peut-être en France, en train de jouer un match, vous êtes capable de dire, ça c'est un arbitre camerounais. Juste à sa façon de siffler, de communiquer, de courir, se déplacer, vous pouvez le reconnaître comme étant un arbitre camerounais. Ça, c'est aussi le rôle de la CCA. Et après, le rôle de la CCA, en gros, c'est d'organiser l'arbitrage, c'est de réguler l'arbitrage et c'est de développer l'arbitrage. Et lorsque je veux parler de ces trois éléments, je peux les résumer simplement. Je peux les résumer en la formation des arbitres, au suivi des arbitres, au recyclage des arbitres et peut-être à la promotion des arbitres. C'est ça le rôle de la CCA. Mais justement, parlant de rôle de la CCA, on se rend compte qu'il y a le département de l'arbitrage et la CCA. Est-ce qu'il y a une différence? Oui, il y a une différence. Et la différence est simple à comprendre. Parce qu'après, il y a beaucoup de conflits qui peuvent se créer. Mais justement, on va en parler des conflits. Je voulais déjà savoir s'il y a une différence. Parce que... Oui, la différence, elle est simple. Je vais vous la donner simplement. Le département de l'arbitrage met simplement en exécution la politique définie par la commission centrale des arbitres. Et je vais vous expliquer ça encore un peu plus simplement, communément, comme on dit au quartier. La commission centrale des arbitres dit qu'elle veut des arbitres jeunes. D'accord. Le rôle du département de l'arbitrage, c'est d'aller les chercher. D'accord. D'aller les détecter dans les quartiers, d'aller les former dans les écoles, de les suivre, de les recycler et de faire leur promotion. Ça, c'est la première chose. La commission centrale des arbitres dit que elle veut des arbitres grands de taille. C'est un exemple que je prends. Le rôle du département de l'arbitrage, c'est de mettre cette politique en application. Donc, aller les chercher, les former, les suivre et après, les faire leur promotion. Donc, en gros,
la commission centrale définit la politique et le département de l'arbitrage met en application cette politique. C'est simple comme ça là. Et après... Mais justement, Stéphane, je voulais savoir quelque chose. Est-ce qu'il n'y a pas un conflit? Parce que il peut, au vu de ce est-ce qu'il peut avoir un conflit? C'est vrai que vous parlez peut-être parce que vous êtes un Camerounais et je suis sûr que derrière vous, il y a quelque chose qui se passe. Mais oui, mais parce que vous savez que la FIFA et la CAF sont venus 3-4 fois au Cameroun pour régler les conflits entre l'ancien département de l'arbitrage et les anciennes commissions. Exactement. Oui, mais ça, c'était simple. C'est parce que les missions n'étaient pas bien définies au sein de la Fédération camerounaise de football. Je vais vous dire quelque chose. Dès que nous avons été nommés à la tête de la commission centrale des arbitres, le premier acte qu'a posé le président de la fédération, c'était de tenir une réunion entre le département, avec l'ancien directeur, le département de l'arbitrage et la commission. Pourquoi? Parce que le président, lui, naturellement, il savait qu'il y a eu ce problème qui a existé, ces conflits qui ont existé à la fédération. Donc, il a établi les règles dès le départ, en redéfinissant, ou du moins en nous rappelant quelles étaient les missions de la commission et quelles étaient les missions du département. Pour faire simple, le président de la fédération, il définit la politique de la fédération et le secrétaire général de la fédération, il l'implémente. Le président, son excellence, M. Paul Biya, il définit la politique pour le Cameroun et le ministre secrétaire général de la présidence de la République, M. Ngongo, qu'est-ce que lui fait? Il l'implémente. Le président de la commission centrale des arbitres définit la politique et le département l'implémente simplement. Mais justement, la commission centrale des arbitres a eu à avoir de nombreuses batailles cette année. Parce que moi, je veux qu'on rentre dans le vif du sujet. Pourquoi cette saison, plus que d'autres années, il y a eu trop de batailles? À quoi étaient dues ces batailles? Je veux dire que si on veut parler principalement de cette dernière saison, vous savez, tout ce qui est fait dans le sport depuis 4 ans aujourd'hui, les batailles ne sont pas créées qu'au niveau du département de l'arbitrage. Si vous voyez comment le président de la fédération est attaqué matin, midi, soir, à plus forte raison, ceux qui sont, du moins ceux qui ont été nommés par lui. Jésus avait communément l'habitude de le dire à ses disciples. Si moi, je suis votre maître et je suis attaqué, je suis martyrisé, je suis insulté, à plus forte raison, vous, quand je vais vous laisser. Donc nous, ça ne nous surprend pas que nous soyons attaqués aussi fortement comme ça, parce que vous savez que nous travaillons pour la Fédération camerounaise de football, mais nous avons été nommés par un président, nous suivons sa politique, nous sommes dans le développement, l'implémentation de sa politique, et donc chaque fois que le président de la fédération est attaqué, naturellement, les coups vont commencer par nous qui sommes les vaillants soldats. Donc mais justement, Stéphane, justement, parlons de la politique, parce que tu as parlé de la politique du président. Quelle est justement la politique définie au niveau de l'arbitrage? Quelle est la politique définie à ce niveau? Bon, si nous voulons parler de la politique au niveau de la commission centrale des arbitres, je vais la définir, mais en allant un peu sur des constats. D'accord. Parce qu'après, quand vous venez à la commission centrale des arbitres, vous faites des constats et vous projetez sur comment est-ce que les choses vont être gérées. Parce qu'après, vous savez, vous pouvez définir une politique même pour une équipe de football, mais vous arrivez, il y a des aléas qui vous amènent à ne pas l'implémenter tout directement. Et donc, je vais partir des constats et vous montrer un peu comment est-ce que nous sommes déployés sur le terrain. D'accord. Nous avons constaté, lorsque nous sommes arrivés à la commission centrale des arbitres, que la classe des arbitres était vieillissante. Elle était extrêmement vieillissante. Et donc, naturellement, le vieillissement de la classe de l'arbitrage nous a mené à ne pas avoir la relève. C'est pour ça qu'après la sortie de Alioum Sidi, de Mekwande Evaris et de toutes ces personnalités de l'arbitrage, on n'a pas eu la relève tout directement. Et donc, lorsque nous faisons le constat, la première chose que nous faisons, c'est que nous donnons pour objectif de rajeunir le corps de l'arbitrage. C'est pour ça que dans la politique de la commission centrale des arbitres, il y avait justement le rajeunissement du corps. Nous avons fait un deuxième constat. C'est les habitudes qui sont ancrées dans le corps arbitral. D'accord. Quand je parle des habitudes ancrées, les gens ont communément l'habitude de dire que les arbitres ont le titre foncier. C'est-à-dire qu'il y a certains arbitres dans le corps qui avaient l'impression que lorsqu'on est arbitre, on ne peut, et en élite one, par exemple, on ne peut pas perdre sa place. Et donc, ils ont l'impression que c'est une place qui leur est destinée en tout temps et en tout lieu. Mais il faut simplement comprendre qu'on ne peut garder sa place que si on la mérite. Et donc, quand nous faisons ce constat, naturellement, nous venons avec d'autres méthodes. Et quand je parle de méthodes, je vais vous faire un petit essai. Pourquoi est-ce que les arbitres avec cette attitude? C'est parce que au niveau de la promotion des arbitres, il y a un élément clé, un élément central
qui était le régulateur. C'était le test physique. Oui. C'est-à-dire que nous avons 50 arbitres en Elite One. En fin de saison, on fait les tests physiques aux 50 arbitres. D'accord. Et après, si les 50 arbitres réussissent, les 50 arbitres restent en Elite One. Ouais. Ce qui fait que ceux qui vont quitter l'Elite 2 pour l'Elite One, s'ils sont 10, on se retrouve à 60. Oui. L'année qui suit, si les 60 réussissent le test physique, on fait encore monter 10, on se retrouve à 70. 70. Et vous voyez que donc, avec cette méthode, on va se retrouver 4 à 5 ans plus tard à 80 arbitres. Oui. Et après, le nombre devient pléthorique. Nous arrivons et nous disons non à cette méthode. Nous disons non. Un arbitre sur le plan physique, pour nous, c'est une obligation. Exact. Et pour nous, ce n'est pas un élément qui peut amener un arbitre à se maintenir ou du moins à avoir la promotion. Et nous passons donc au mérite. D'accord. Quand je parle du mérite, c'est quoi? On vient de jouer un championnat. À la fin du championnat, et c'est comme dans tous les grands championnats du monde entier, un classement officiel des arbitres est fait. S'ils sont 25, un classement est fait entre le premier et le 25e. En élite tout, nous faisons pareil. Et donc, peut-être les 5 derniers arbitres vont aller en élite tout, et les 5 premiers arbitres d'élite tout vont se retrouver en élite one. Et à partir de ce moment, vous voyez qu'on va garder un certain équilibre. On sera toujours entre 20 et 25 arbitres d'année en année. Et donc, nous, on est venu avec cette méthode pour dire que si tu es méritant, tu restes en Elite One. Si tu n'es pas méritant, on te retrouve en Elite 2. À partir de ce moment, ce n'est plus le test physique. Pourquoi? Parce que le test physique, pour nous, est un élément naturel. Un sportif doit avoir la condition physique. C'est clair. Donc, on ne doit pas débattre là-dessus. On ne peut pas te juger avec le physique. Si tu n'as pas la condition physique pour nous, alors tu ne mérites pas d'être en Elite One. Parce que ce sont les arbitres professionnels. Donc, ça, c'est la deuxième chose. On est venu avec la méritocratie. Amener les arbitres à comprendre que pour garder sa place, il faut le mériter. La troisième chose, Monsieur Naha, nous avons mené un combat acharné de lutte contre la corruption. Je suis parfois les gens dans les réseaux sociaux. Ah oui? Oui, bien sûr. Je suis parfois les gens dans les réseaux sociaux parler de la corruption au niveau de l'arbitrage. Et le plus souvent, ce sont des gens qui sont ancrés dans la corruption qui parlent ainsi. Nous luttons contre la corruption. Et nous allons continuer de le faire. L'autre chose que je vais... Monsieur Kamga, oui? vous avez un exemple? De quoi? De corruption. Parce que tous ceux qui vous écoutent... Non, mais les arbitres ont été... Il y a plein d'arbitres qui ont été suspendus pour les faits de corruption. Il y a 2 ans, on a sorti les notes. Ah, si vous voulez, à la fin de l'émission, je vous produis ces notes-là. Plein d'arbitres ont été suspendus pour les corruptions. Mais, quand nous parlons des arbitres qui ont été suspendus, ce n'est pas en fait les arbitres qui officient des matchs. D'accord. Parce que quand on parle d'arbitres, on parle des arbitres centraux, des arbitres assistants et même des instructeurs d'arbitres. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'instructeurs d'arbitres qui ne travaillent plus avec la commission centrale des arbitres et même avec la fédération. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pris en flagrant délit de corruption. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'il reste à faire? Lorsque vous n'êtes plus considéré parce que vous avez posé ce type d'acte, vous vous retournez désormais contre la commission et après vous vous retournez contre la fédération camerounaise de football. Et c'est eux qui se retrouvent dans les télévisions, sur les plateaux de télévision tous les jours, en train de parler de ce genre de choses. Mais nous, on se tait. On se tait peut-être pas parce qu'on ne veut pas parler, mais parce qu'on n'a pas le temps à ça. On a le temps à développer l'arbitrage et à faire autre chose. D'accord. L'autre élément, c'est le tribalisme, monsieur Naha. Je vais le dire clairement. Oui, bien sûr, je vais profiter de la tribune pour le dire. Quand nous sommes arrivés, il y a un langage qui nous a été tenu. De par ceux qui étaient là avant. Ouais, je veux parler des anciens. C'est l'équilibre. L'équilibre régional. Ouais, l'équilibre régional. Voilà. Et les gens tiennent ce langage encore. Et les gens estiment que on ne peut pas avoir 30 arbitres et on n'a pas une égalité en termes de région. Mais moi, je me pose la question, est-ce qu'on doit le faire dans le sport de haut niveau? Moi, je ne pense pas. Nous pensons que si nous avons 20 arbitres et qu'il y a 10 qui sont du centre et qui méritent et qui sont les meilleurs, mais alors on a 10 arbitres du centre. Oui. Mais si un arbitre du littoral, un arbitre du sud-ouest, un arbitre du nord-ouest n'est pas méritant, mais alors il n'est pas là. Parce que après, lorsque vous passez à cet équilibre, comme, je sais pas, peut-être, je sais pas si les gens pensent que c'est l'Assemblée nationale, c'est du sport, monsieur Naha. Si l'équipe nationale du Cameroun aujourd'hui, on commence à dire qu'il faut faire un certain équilibre, ben on peut se retrouver à ne pas avoir des meilleurs à l'équipe nationale. Si on veut, si vous voulez, que dans le sport de haut niveau, qu'on commence à réfléchir comme ça, mais je peux vous garantir que le sport ne marchera pas. Quand vous regardez l'athlétisme, par exemple, vous allez voir, les Éthiopiens, les Kenyans, c'est eux qui dominent. Mais pourquoi il n'y a pas les Tchadiens? Mais pourquoi il n'y a pas les Ivoiriens? Pourquoi il n'y a pas les Camerounais? Mais c'est parce qu'eux, ils sont méritants. Et donc, c'est une façon de penser que nous avons décidé de bannir. Et à partir de ce moment, lorsque nous retirons justement ce type de casquette,
effectivement, ça nous crée des problèmes. Mais ce sont des choses avec lesquelles nous sommes venus. Ouais. C'est une façon de penser, c'est une politique que nous amenons. Oui. C'est-à-dire ne pas penser à un équilibre, mais penser à la méritocratie. Par la suite, Monsieur Richard, quand nous sommes arrivés, nous avons fait un autre constat. La fédération, il y a cela 15 ans, avait 3 instructeurs de haut niveau. Eve Divine, Oui. qui était même responsable du développement de l'arbitrage, Ngundu Alice et M. Njoya, qui étaient des instructeurs FIFA. Ouais. 13 ans plus tard, avant que nous soyons là, 15 ans plus tard, avant que nous soyons là, on s'est retrouvé avec un seul instructeur de haut niveau, M. Eve Divine. Wow. Mais comment est-ce qu'un pays comme le Cameroun a un seul formateur des formateurs de haut niveau? C'était le seul. Et nous nous posons la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on ne... Si vous voulez développer l'arbitrage, vous devez développer les formateurs. Si le Cameroun n'a qu'un seul instructeur de haut niveau, c'est un problème. Et donc, nous sommes lancés justement dans la formation des formateurs. Et je peux vous garantir que 3 ans plus tard, nous nous sommes retrouvés avec... il y a Eve Edivan qui est là, parce qu'il est très bon instructeur, et de très haut niveau. Eve Edivan qui est là. Nous avons Mwandjokala qui est là. Nous avons Mekwade Vadis qui est là. Donc, si en 3 ans, nous avons pu quitter de 1 à 3, ça veut dire que si on avait fait 13 ans, on serait quitté de 1 peut-être à 13, ou peut-être à plus. Et donc, le Cameroun, ayant plus d'instructeurs de haut niveau, les arbitres sont mieux formés. Ça sont des constats que nous avons fait. Nous avons fait un autre constat. C'est que toutes les régions du Cameroun n'avaient pas de formateur. Ah bon? Oh, bien sûr. Toutes les régions du Cameroun n'avaient pas de formateur. C'est-à-dire que les arbitres sont dans des régions, ils se battent à jouer les matchs, mais ils n'ont pas de formateur. Mais comment ça va se passer? Et donc, nous nous sommes lancés aussi dans le processus de développement des formateurs régionaux. Pas de haut niveau, mais ceux-là qui vont former les arbitres amateurs. Et dans ce cas-là, nous avons organisé des séminaires, nous avons organisé des formations pour eux. Ouais. Et aujourd'hui, je peux vous garantir une chose. Toutes les régions du Cameroun ont au minimum 1 ou 2 formateurs physiques et au minimum 1 ou 2 formateurs techniques. Et à partir de ce moment, le problème de la formation est résolu dans les régions. L'autre constat que nous avons fait, c'est qu'il y avait 6 écoles d'arbitres pour 52 départements au Cameroun. 6 écoles d'arbitres? Le Cameroun a 52 départements? 52 départements, justement. 6 écoles d'arbitres pour 52 départements. C'est pas peu? Si une école d'arbitres est dans un département, ça veut dire qu'il y a 6 écoles pour 52, donc il y a 6 départements qui sont occupés par des écoles d'arbitres. Oui. Et donc, qu'est-ce qu'on fait des 40 autres départements? Qu'est-ce qu'on fait de ça? Les arbitres là-bas sont formés comment? Il n'y a pas d'école d'arbitres. Et effectivement, les arbitres faisaient ce qu'on appelle l'école sous l'app, ils faisaient des autocritiques et après ils devenaient arbitres. Et à partir de ce moment, on peut ressortir des génies, mais dans le suivi et dans le processus normal, on n'en aura pas. Il y a des gens qui vont à l'école et qui ont un QI très élevé, ils réussissent. Mais si vous ne partez pas à l'école, comment est-ce que vous allez me dire que vous avez un baccalauréat? C'est pas possible. Vous n'allez pas rester à la maison et dire que mon enfant il est intelligent, il ne va pas à l'école. Non. Donc c'est pour ça que nous sommes lancés justement dans le développement des écoles d'arbitres. Passé de 6 écoles d'arbitres en 2021, nous sommes aujourd'hui à 48 écoles d'arbitres en 2025. Et on peut le dire, on a 3 écoles d'arbitres au nord-ouest, on a 2 écoles d'arbitres au sud-ouest, parce que c'était des zones un peu enclavées. Et nous sommes allés un peu chercher dans les tréfonds du nord-ouest, aller dans les zones où l'arbitrage n'est pas, il n'y a pas de promotion de l'arbitrage. Nous avons créé des écoles d'arbitres. Et à partir de ce moment, nous donnons la possibilité à tous les Camerounais de tous bords et de toutes les régions du Cameroun de devenir arbitres. Et à partir de ce moment, les choses sont faciles. Si vous avez une base qui est solide, au niveau du sommeil, je pense que les choses seront meilleures. Et donc, la dernière chose que je voudrais dire, c'est que nous avons essayé de créer ce qu'on appelle les promotions annuelles. Quand je parle de promotion annuelle, ça veut dire qu'avant, la promotion était journalière. On dit les tests de promotion vont se faire peut-être le 25 août. Et donc, les arbitres, les régions envoient le nom des arbitres et ils font la promotion. Aujourd'hui, la promotion se fait à partir du début de la saison. Lorsqu'un arbitre dans sa région commence à jouer le premier match de sa région ou de son département, alors là, sa promotion commence pour l'élite. Oui, il commence à se battre. Donc, c'est dans les matchs, donc c'est toute la saison sportive, à travers ces instructeurs régionaux que nous avons placés, que nous suivons des arbitres. Et ils nous font des rapports sur eux. Et donc, en fin de saison, ce que nous avons fait, comme on a les notes sur tous les arbitres du Cameroun, on trie simplement ceux qui sont meilleurs, qui ont le profil de l'emploi pour l'élite. Et après, on fait un casting, peut-être de 5 ans, un exemple que je prends. On les envoie maintenant en promotion et on fait encore une autre tri pour garder ceux qui vont être élus pour habiter en... Ça tombe bien parce que j'avais une question. J'ai une question justement. Combien compte d'arbitres le Cameroun compte d'arbitres aujourd'hui? Puisque on sait par exemple que il y a un moment où il y a eu un problème d'arbitrage. Et puis, combien aujourd'hui on peut compter d'arbitres en global, hein, centraux et autres?
Non, quand vous parlez du nombre d'arbitres, c'est le nombre d'arbitres en élite. En élite Ou le nombre d'arbitres général. En élite. Bon, on va aller d'abord en général. Oui, non, s'il faut le définir clairement. Parce que comment ça se passe. Nous avons les arbitres d'élite 1. Oui. On a 25 arbitres d'élite 1, 35 assistants. Nous allons en élite 2. Oui. On a le même quota. Nous allons dans le football féminin, on a le même quota. Et donc, par la suite, nous avons les arbitres amateurs. Dans les régions, ils sont un peu plus nombreux dans les 10 régions en fonction du nombre de clubs. Justement. Et donc, nous avons nous essayons de donner un maximum aux régions pour que les arbitres soient plus compétitifs. Et donc, si vous allez donc dans le nombre croissant par région, il y a toujours 30 arbitres au minimum et 40 assistants. Donc, on va sur une base de 70 arbitres par région. Et donc, quand vous allez on va à plus de 700 arbitres au niveau du circuit national. Ça, c'est pour les régions. Nous avons maintenant les arbitres du département. Dans tous les départements qui jouent au football actuellement, nous avons au minimum 50 arbitres qui sont là pour diriger les matchs du département. Et mais quelquefois, quand même, les arbitres régionaux viennent soutenir un peu le département. Et il ne faut pas oublier qu'après ça, la commission centrale des arbitres a formé plus de 1200 arbitres en 2 ans. Wow. À travers les écoles d'arbitres. Même si on a eu 950 admis uniquement, on a formé plus de 1200 arbitres. Donc, si vous voulez faire un ratio, je vais prendre mon téléphone, je vais appeler le responsable du département. Parce que je voulais quitter, j'ai posé cette question parce que on constate qu'il y a très peu de Camerounais il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui sont arbitres internationaux. Comment ça se fait, la promotion au niveau international? Non, comment il n'y a pas beaucoup de Camerounais qui sont arbitres internationaux? Oh, il y a les Camerounais qui sont arbitres internationaux. Bon, ils ne sont pas nombreux. Non. En fait, comment je vais vous expliquer ça? Le Cameroun a un quota d'arbitres internationaux. C'est un quota qui est défini par la FIFA. Ah, d'accord. Oui, c'est un quota qui est défini par la FIFA en fonction de comment est-ce que vos compétitions se passent. Le Cameroun, les compétitions se déroulant bien. Nous avons un quota de 7 arbitres centraux masculins, 7 arbitres assistants masculins. Chez les femmes, nous avons 4 femmes et 4 femmes arbitres centrales et 4 femmes arbitres assistantes. Donc, on est à 7 plus 7, ça fait 14, plus 8, on est à 22. Après, on a un arbitre de beach soccer, deux arbitres de futsal. Ah, d'accord, mais justement, parce que moi, j'ai posé la question parce que la majorité des Camerounais ne le savent pas. Parce qu'aujourd'hui, on va vous dire, quand par exemple la CAF ou la FIFA donne la liste des arbitres, les gens vont souvent regarder le nombre de Camerounais qui sont là. Après, ils prennent le temps pour dire, mais voilà des gens qui nous disent qu'on a des arbitres, mais il n'y a aucun arbitre international qui est qualifié pour... Non, j'essaie un peu de comprendre la préoccupation de certains. En fait, on a des arbitres internationaux, mais tous ne participent pas aux compétitions internationales. Voilà. Et vous savez, le profane, lui, qu'est-ce qu'il fait? Le profane, lui, il regarde un arbitre international lors d'une compétition internationale. Mais sauf que si le Cameroun a 22 arbitres internationaux et que la Côte d'Ivoire en a 22, le Sénégal en a 22, ainsi de suite, tous ne peuvent pas participer aux compétitions. C'est clair. C'est pour ça que chaque pays peut avoir 1, 2, 3 arbitres pendant les compétitions. Et c'est à ce moment que lorsque vous n'avez pas d'arbitre, les profanes ont l'impression que vous n'avez pas d'arbitres internationaux. Mais je peux vous garantir que le Cameroun en a 25 et qui se déploie actuellement sur le continent africain. Et donc, les choses se passent merveilleusement bien. Mais justement, on sort de ça parce qu'on va revenir. Stéphane, lors de la crise, il y a certains arbitres qui m'ont appelé. Je ne veux pas leur donner leur nom ici, mais ils nous disent que le problème de la commission centrale des arbitres, c'est M. Stéphane Foko Kamga. Pourquoi les arbitres sont prêts à jeter Stéphane Foko Kamga à la vindicte populaire? Qu'est-ce que tu leur as fait? Déjà, si ce sont les arbitres qui jetaient Stéphane Foko Kamga à la vindicte populaire, je ne serais plus président de la commission centrale des arbitres. D'accord. Il n'y aurait plus de matchs de football qui seraient en train de se dérouler, ainsi de suite, ainsi de suite. Et c'est la même chose avec le président Samuel Eto'o. Si le président Samuel Eto'o n'était pas adoubé par le monde du football, il ne serait plus président de la fédération. C'est vrai. L'Assemblée générale, qui est souveraine, continue de lui donner sa pleine confiance. Et donc, les arbitres qui sont souverains, c'est-à-dire ceux-là qui sont dans le cadre de la direction de l'arbitrage camerounais, pour l'instant, je pense qu'ils m'accordent un peu de crédit. Et c'est pour ça que jusqu'à maintenant, nous sommes là. Mais je vais vous dire, il y a des raisons pour lesquelles je suis attaqué. Ouais. Oui, bien sûr. Monsieur Naha, est-ce que vous avez déjà assisté à une démolition d'un quartier, quand l'État vient souvent démolir un quartier marécageux? Oui, je vois un peu. Est-ce que vous voyez la population? Elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Elle est malheureuse. Elle crie sur l'État. Mais je vais vous dire, la même population qui se fâche de l'État,
quand on demande, on vient les détruire dans une zone marécageuse, si vous les laissez et qu'il y a des morts lors d'une inondation, mais vous allez voir, on va accuser l'État d'être laxiste. Et donc, c'est la même chose dans l'arbitrage. Les gens aujourd'hui se plaignent, mais c'est pour beaucoup de choses. Et je vais vous prendre quelques exemples. Et vous allez voir que si vous étiez à leur place, peut-être pas vous, mais ceux qui ne sont pas honnêtes ou qui n'ont pas la bonne foi réagiraient pareil. Oui. Quand nous sommes arrivés, monsieur Nara, il y avait 117 formateurs, inspecteurs d'arbitres. On les appelle c'est-à-dire dans les matchs, il y a ce qu'on appelle les inspecteurs. Ceux-là qui sont responsables de suivre les arbitres dans les matchs et les coacher. Oui. On avait 117 en Elite One. Quand j'ai organisé le premier stage, il y a 3 ans, 117 se sont présentés pour le stage. Wow. Vous savez combien de matchs on a en Elite One? On a 8 matchs. Il en faut un par match. Donc si vous avez 117, vous avez un inspecteur qui joue un match chaque 12 journées. Chaque 12 journées. Donc après une saison sportive, il joue 3 matchs. Mais expliquez-moi comment est-ce qu'un enseignant qui n'a pas de classe pour enseigner peut se retrouver être en train d'évoluer. Donc nous disons non à ça. Tous les grands championnats au monde entier, il y a au maximum 15 observateurs. Et donc, quand vous décidez que vous allez quitter de 117 à 16 observateurs en Ligue 1, monsieur Nara, vous mettez 100 observateurs sur le dos. Mais je vais vous dire pourquoi. Pourquoi est-ce que nous décidons de réduire le nombre? Ce n'est pas seulement parce que nous voulons réduire le nombre. Monsieur Nara, vous savez comment ça se passait? Non. Bonjour, monsieur le président. S'il te plaît, je suis en train de faire un tour à Bafoussam. Est-ce que tu peux me désigner dans le match de Bafoussam là? C'est-à-dire que les inspecteurs de match étaient devenus des pointeurs. Ils se déplacent pour aller dans un village et ils essaient de regarder s'il y a un match dans ce village-là et on doit le désigner dans le match. Donc, il ne se soucie pas du fait qu'il va au travail, mais il se soucie du fait que comme il se déplace, il faut qu'il pointe. Il profite de son voyage pour que vous le désigniez. C'est comme ça que ça se passait. Et tous ces anciens instructeurs, ils le savent. C'est comme ça que ça se passait. Ça alors? Quand nous arrivons, nous leur disons, celui qui est inspecteur de match doit être un instructeur, c'est-à-dire un enseignant. Tu ne peux pas aller corriger un enfant dans un match alors que tu es incapable de l'enseigner. Et donc, tous ceux qui ne travaillent pas dans leurs différentes régions ne peuvent pas être désignés. Et on les a soumis à un test. On a simplement organisé un stage. On leur a demandé à tous de préparer des exposés. Et ils ont exposé devant les experts. Et à la fin, on a vu les notes. Oh là là. Quand je pense à ça, je ris. Parce que je vais vous donner... Mais dis-nous plus. Non, parce que je vais vous donner le nom de... Parce que ceux qui sont aujourd'hui les moteurs de la grève au Cameroun, mais ils étaient derniers au classement. Ah bon? Mais je vous dis, ceux qui ont pris le BIC pour écrire la note de grève au Cameroun, ils étaient derniers au classement sur 117 inspecteurs. Mais je vous dis, ils étaient derniers. Ils n'ont pas pu avoir la note de 5 suivants. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est quoi? C'est que ceux qui... Être un grand habit ne veut pas dire que vous êtes un grand enseignant. Exactement. Voilà, l'enseignement est réservé à un type de personne. Donc, si vous ne pouvez pas passer l'instruction aux habits, mais il est impossible pour vous d'aller les inspecter. Et c'est pour ça que nous sommes passés justement au tri. Ça, c'est la première chose, monsieur Nara. Je vais continuer. Permettez-moi de continuer. Parce que vous avez parlé d'attaquer. Je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'ils attaquent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le test. Effectivement, les arbitres même n'ont pas compris. Parce que les gens qui ont vécu 10 ans en élite en tant qu'arbitre et qui réussissaient les tests pour être maintenus en élite 1 ou pour être promus en élite 1 s'ils venaient de l'élite 2, ils se sont dit à notre arrivée, mais pourquoi aujourd'hui je peux réussir le test physique et je me retrouve en élite 2? Pourquoi? Donc, nous on leur a expliqué la méthode. La méthode, c'est le classement. On fait un classement pendant la saison. Si tu joues de mauvais matchs, si tu ne fais pas de bonnes prestations, en fin de saison, on te regarde. Et donc, avec le processus de rajeunissement du corps arbitral, mais pas de rajeunissement, mais surtout du dégraissage en termes de nombre. Parce qu'on avait 40 arbitres centraux pour 8 matchs. Donc on se retrouve avec un arbitre qui joue un match chaque 5 journées. Il n'est pas compétitif. Je profite de l'occasion pour rendre un hommage au feu Aîné Lambert, qui était la première personne qui était venue qui voulait implémenter cette idée. Malheureusement, à l'époque du général Semung et de, comment il s'appelle, de Faustin Domke, ils ont un peu brouillé les cartes et on n'a pas pu le laisser développer. Il en est décédé. Mais je pense que je lui rends un hommage parce que j'ai suivi ses interviews et j'étais content de comment est-ce qu'il pensait faire l'arbitrage. Donc, vous avez 40 arbitres qui jouent un arbitre joue un match chaque 5 journées. Aujourd'hui, il faut réduire les effectifs pour que les arbitres soient compétitifs. Un footballeur qui s'entraîne mais qui ne joue pas, il ne sert à rien. Et à partir de ce moment, vous décidez de quitter le 40 arbitres à 20. Vous prenez 20 arbitres, vous les retrogradez. Mais ce sont des ennemis. Ils se nouent en ennemis et ils ne se mettent pas, ils ne se rendent pas compte qu'ils n'avaient peut-être pas le niveau d'être à ce niveau-là. Et après, ça nous crée des problèmes. Je vais parler de la troisième chose. Tout à l'heure, je vous ai parlé du tribalisme. Exact. Mais on nous attaque pour le tribalisme. Ils sont tribales.
ceux qui font ça. Mais je vais vous rappeler, Monsieur Bati Robert, je suis allé faire une réunion à, comment on appelle, à Yaoundé. Plein d'arbitres, je parle de, ils sont témoins les arbitres. Ils étaient plein d'arbitres du centre qui étaient là. Il y avait une réunion entre les arbitres du centre, entre les instructeurs du centre. Et Monsieur Bati Robert était là. Vous savez ce qu'il m'a dit? Non. En pleine réunion devant les arbitres. Je parle devant témoins. Les arbitres sont témoins. Monsieur Foucault, aucun Bamileke ne va gérer l'arbitrage au centre. Ah bon? Il me l'a dit. En pleine salle, aucun Bamileke ne va gérer l'arbitrage au centre. Si M. Bati Robert se met devant la télévision, je vais lui dire la même chose. Et j'ai été ahuri, sidéré ce jour. Même les arbitres sont tombés de nuit. Et il y a un instructeur d'arbitre, comment on l'appelle? Monsieur... Oh, quand j'ai oublié le nom. Monsieur Toka. Il est instructeur au centre. Et il est Bamileke. Oui. Il est instructeur au centre. Mais il me pose la question, pourquoi est-ce que je peux donner les responsabilités à Monsieur Toka, qui est Bamileke, au centre, et pas plus à d'autres qui sont originaires du centre? Et c'est là qu'il me dit qu'un Bamileke ne peut pas diriger l'arbitrage au centre. Donc, pour vous dire quoi? Lorsque je l'entends parfois parler dans les radios et dans la télévision, je suis sidéré de savoir que les gens l'écoutent. Parce que si les gens savaient que c'est qui le manipule, que l'instinct qui est caché derrière lui, c'est un instinct tribal, mais je pense qu'il n'écouterait plus jamais. Mais je vous dis, il me l'a dit. Et il sait qu'il me l'a dit. Il sait qu'il me l'a dit. Donc, je vais traverser ce côté. C'était pour vous dire que cet instinct tribal peut nous amener aussi à avoir des rancunes envers Stéphane Foucault. Parce que nous ne le sommes pas. Je vais vous prendre l'exemple d'un papa à moi. Moi, j'ai eu des discussions avec lui, M. Tabobda, qui est le secrétaire général de l'Ouest. Moi, j'ai des discussions. Et il n'y a aucun arbitre pour l'instant central de l'Ouest en Élite One. Aucun. Mais moi, je suis de quelle région? De l'Ouest. Mais de l'Ouest. Il n'y a aucun arbitre central aujourd'hui en Élite One. Mais comment est-ce qu'on peut parler du tribalisme? J'ai eu une discussion chaude et forte, mais surtout froide, avec M. Tabobda à cet effet. Parce que lui, il estimait que pas qu'il faut du tribunal, mais lui, il estimait que lui, sa région n'est pas représentée. Et je lui ai dit, au lieu qu'on fasse ce type de débat, mettons-nous au travail. On a mutualisé les efforts pour que, avec le département de l'arbitrage, pour que il y ait un travail plus profond à l'Ouest. Et je pense que cette année, ils ont eu 2-3 arbitres qui sont levés en élite, tout, et qui peut-être auront la chance d'être en élite l'année prochaine. Mais ce n'est pas une histoire de région. Moi, je suis peut-être originaire de l'Ouest, mais j'ai grandi à Douala. Je suis un petit Sawa. La preuve, c'est eux qui m'ont mis délégué de littoral. Mais je peux vous dire, ils peuvent vous dire aussi au littoral. Il n'y a pas de favoritisme. Si vous êtes bon au littoral, vous montez. Vous n'êtes pas bon, je vous garde au littoral. C'est simple comme ça. Et donc ça ne plaît pas beaucoup. Il y a un soi-disant monsieur qui s'est présenté comme candidat, un arbitre. Comment il s'appelle là, monsieur Simon, un truc comme ça. Il s'est présenté comme président, j'ai vu qu'il sera président d'Africa, un truc comme ça. Mais je ris. Il faut que ceux qui veulent suivre ce type de personnes se rendent bien compte que c'est les gens qui marchent avec les régions dans le sac. Ça veut dire que si tu n'es pas de mon côté, si tu n'es pas de ma région, alors on n'avance pas ensemble. Tout cette façon de penser venant de ma part, ce sont des choses qui amènent naturellement des gens à nous attaquer. Il y a j'ai suivi un petit commentaire des arbitres qui me le révélait un jour dans une petite réunion que Monsieur le Président, quand il me disait Monsieur le Président, vraiment merci pour ce qui se passe aujourd'hui, j'ai dit mais pourquoi vous me remerciez? Il me dit non Monsieur le Président, il y avait un thème, on appelait compte rendu. Vous savez ce qu'on appelle compte rendu? Non. Vous allez jouer un match à Garoua, vous devez revenir faire le compte rendu. C'est-à-dire que si la fédération vous a payé 150 000 pour un match que vous allez jouer à Garoua, quand vous revenez, vous devez voir les responsables de la commission, de l'arbitrage. Oui, bien sûr, pour faire le compte rendu. Quand un arbitre sort pour aller jouer un match à l'international et qu'il est payé par la suite par la CAF ou par la FIFA, il doit rentrer faire ce qu'on appelle le compte rendu. Incroyable. Et donc, ça a disparu. Et donc, comme ça disparaît, et les gens pensent que nous sommes peut-être pareils qu'eux, mais alors qu'est-ce qu'on fait? On vous attaque. Mais moi, je vais vous dire, la dernière chose, et ce qui est clair, c'est que tout ce qui bavardent là, la seule chose qui les caractérise, la seule chose qui les motive, c'est la place de l'autre. Ce sont des pouvoiristes. Tout ce qu'ils veulent, c'est la place de l'autre. Quand tu es assis à une place, tout le monde veut ta place. Et on ne sait pas pourquoi. C'est légitime de vouloir être président de la CCA. Mais ce n'est pas légitime de brider, ce n'est pas légitime autant pour moi d'attaquer parce que tu veux être quelque chose. Ce n'est pas légitime. Mais c'est légitime la volonté de tout un chacun de devenir président de la CCA. Donc moi, je pense que ce sont des choses pareilles qui amènent les gens parfois à s'attaquer à votre personne. Mais je vais vous dire quelque chose. Si les gens sérieux, honnêtes et les vrais arbitres de football s'attaquaient à la commission centrale des arbitres, c'est que l'arbitrage ne progresse pas. C'est que le football ne se joue pas avec les arbitres. C'est pour vous dire que les vrais arbitres, ceux qui sont honnêtes et ceux qui voient comment est-ce qu'on essaie de faire pour que l'arbitrage se développe avec l'appui du président de la fédération, ils vont vous dire que l'arbitrage est sur de bons rails. Et eux, ils nous soutiennent. Et eux, ils soutiennent la fédération. Et c'est avec eux que nous on discute. Donc, à partir de ce moment, lorsque nous sommes soutenus et lorsque nous avons l'aval
ou du moins le soutien, et du président et de l'Assemblée générale, qu'est-ce que nous faisons à partir de ce moment? Nous continuons Stéphane, il y a aussi un problème qui s'est posé, parce qu'il y en a qui disent que Stéphane Spoko Kamga n'a pas été un arbitre d'élite. C'est surtout sur ce point que certaines personnes s'appuient pour dire que tu n'es pas légitime à ton poste de président de la commission. Oui, je comprends bien. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Ouais, après, il faut qu'on parle quand on parle de la légitimité, lorsque quelqu'un est légitime, lorsqu'il a la possibilité de briguer un poste. Exact. Il n'y a rien qui interdit à un arbitre qui n'a pas été un arbitre de haut niveau d'être président de la commission centrale des arbitres. Je dis, il n'y a rien. Le test de la FIFA est clair là-dessus lorsque la FIFA organise l'arbitrage. Ils disent que le président de la commission centrale des arbitres doit de préférence être un arbitre de haut niveau. D'accord. Il le précise bien, de préférence. Il donne la latitude au président de la fédération de choisir un arbitre de haut niveau, mais ce n'est qu'une préférence, c'est ce qu'eux ils veulent. Oui. Et ça, c'est aussi, ça se comprend. Exact. Mais ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Et je vais rappeler à tous ceux qui le disent. Et je vais citer encore le président du centre de l'association des arbitres, l'ancienne association des arbitres, la CAF, M. Bati Robert. Il était rapporteur de la dernière commission des arbitres. Et vous savez qui était président? Non. C'était M. Koma, qui est un magistrat, qui n'a jamais touché un sifflet pour arbitrer un match. Et M. Bati Robert en était son rapporteur. Il ne s'est jamais offusqué de ça. Il était son rapporteur. Il ne s'est jamais offusqué de ça. Il était content d'être le rapporteur de M. Nkoma. Mais aujourd'hui, il s'offusque de ce qu'un arbitre soit président de la commission centrale des arbitres. Mais c'est un scandale pour moi. Mais je vais vous rappeler M. Tombé Adoko. Il était président de la commission des arbitres. Vous ne le savez pas? Je sais. Mais il était. Mais où est-ce qu'il a touché un sifflet? Dites-moi où. Mais pourquoi ça n'a jamais créé de débat? Pourquoi ça n'a jamais créé de débat? Ça crée de débat aujourd'hui parce que les gens ne sont plus simplement à une place que eux ils aimeraient être. Et à partir de ce moment, on commence à chercher. Mais je vous dis que le test d'affaires est clair. C'est une préférence du président de la fédération. Si le président préfère un arbitre de haut niveau, qu'il le fasse. Mais s'il a choisi Stéphane Foucault Kamga Stéphane pour être président de la commission centrale des arbitres, je leur dis simplement que pour l'instant, qu'il patiente. C'est clair. Et justement, pour revenir au problème des arbitres, quelles étaient leurs véritables revendications lors de la grève? Les arbitres, lors de la grève, revendiquaient. Bon, quand vous parlez de revendiquer et vous parlez des arbitres qui revendiquent, il faut qu'on recadre, on ressente le débat. Oui. Qui revendique? Il y a des arbitres qui ont grévé. Oui. Bon, ce sont des... Oui, disons ça comme ça, disons ça. Ok, d'accord, vous parlez des arbitres qui ont grévé, quoi. Oui. Ok, d'accord, parce que quand vous dites les arbitres en général... Non, voilà, c'est pas... Non. Sur le plan prioritaire et général, les arbitres sont en train de jouer les matchs. Ok, d'accord. Donc, ceux qui ont grévé revendiquaient le paiement des aérés. Et monsieur Na, il faut être honnête, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Si vous ne rationnez pas chez vous, et quand on vous dit que vous n'avez pas rationné, vous dites que vous n'avez pas rationné, vous n'allez pas tourner de long là-dessus. La fédération a eu effectivement quelques difficultés qui étaient liées à deux choses. Il y avait des difficultés financières. Quand je parle de difficultés financières, c'est lié au paiement des arbitres. Il y avait des difficultés qui étaient liées aux procédures. C'est-à-dire que les procédures de paiement des arbitres étaient un peu très longues. Et qu'est-ce que le président a fait à cette époque? Il nous a demandé d'essayer de lui proposer des nouvelles procédures pour que le paiement se fasse un peu plus rapidement. On a essayé de le faire et pendant ce temps, le problème financier, et le président a naturellement trouvé le moyen et je pense que tout ça a été résolu. Donc ce que les arbitres réclamaient, c'était les aérés. Le problème, ce n'est pas la réclamation. Le problème, c'est le moyen par lequel nous réclamons. La fédération est un l'association des arbitres est un partenaire de la fédération. Ce n'est pas un syndicat. C'est un partenaire de la fédération. C'est un membre de la fédération. Mais monsieur Nara, dites-moi un peu. Si vous êtes dans votre maison et que vous retrouvez votre femme dehors, parce que je les vois souvent sur les plateaux de télévision, vous retrouvez votre femme dehors, en train de parler de votre vie, en train de vous critiquer chez le voisin, dans les bars. Mais si elle n'est pas une prostituée ou une femme voyou, mais qu'est-ce que c'est? Mais c'est ça. Mais qu'est-ce que c'est? C'est ça. Les arbitres sont des partenaires de la fédération. L'association est un membre. La CAF était membre de la fédération. À partir de ce moment, elle a des obligations statutaires. Par exemple, elle ne peut pas manquer à l'obligation de participer aux compétitions de la fédération. Elle ne peut pas aller sur les plateaux de télévision. C'est interdit par les statuts. Manque de loyauté. Manque de loyauté. C'est interdit par loyauté, mais surtout la... comment vous appelez ça? En fait, ils doivent être discrets. Non, ils ont un devoir de loyauté envers la fédération. La fédération camerounaise de football. Oui, c'est inscrit dans le code éthique de la... Voilà. Donc, à partir de ce moment, nous, on se pose dans la question, où est la légitimité de la grève?
Donc, il y a d'autres moyens lorsque nous voulons réclamer. Et comme je vous ai dit dès l'entame, ce type d'arbitre, il réclamait les aérés. Mais je dis que la réclamation doit être faite dans un cadre. Surtout qu'avant ça, le président de la fédération avait fait recevoir l'association des arbitres par le secrétaire général de la fédération parce que lui, il était indisponible. Et à ce moment, il a bien précisé que des solutions étaient en vue pour résoudre tous ces problèmes-là. Le président de l'association en est conscient. Et j'ai suivi dans une interview du président de cette association, il a dit, j'ai écrit au président et le président ne m'a pas répondu. Quand on voulait nous recevoir, il nous a envoyé, il m'a fait recevoir par le secrétaire général. Mais est-ce que le président est obligé de te recevoir? Il n'est pas obligé. Et il y a une seule question que je pose. Et il faut que tous les arbitres posent la question au président de l'association. Pourquoi est-ce que le président ne le reçoit pas? C'est Alioune Sidi. Oui, Alioune Sidi. S'il le recevait avant, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il ne le reçoit plus? Que lui donne la réponse à cette question-là et les arbitres seront satisfaits, ils seront tranquilles. Si tu sens que tu as une pierre d'achoppement, tu te mets à l'écart. Si tu sens que c'est toi le problème, tu te mets à l'écart. Si tu sens que ton œil est une occasion de chute pour les arbitres, alors tu arraches ton œil, tu te mets à l'écart. Pourquoi est-ce que tu veux toujours être président de l'association? Mais pourquoi? Mais pourquoi? Donc moi je pense que il y a la légitimité de réclamer, mais il n'y a pas la légitimité de réclamer de cette façon. Parce qu'en tant que membre, ils n'en ont pas le droit. Donc, mais je pense que la réclamation, c'est celle que je vous disais là. Et c'est tout. Mais vous savez, le président de la fédération, tout récemment, avant ça, on a débloqué 15 millions. Après, on a débloqué 80 millions. Et je crois dans 2 mois... Pourquoi ces déblocages n'ont pas fait trop de bruit? Oui, bon, moi, je sais que le président de la fédération sait que c'est une action normale. Et donc, il n'a pas besoin de faire du tapage. Non, mais pour ceux qui grévaient, pour ceux qui faisaient le tapage. Ah non! Bon, vraiment, je veux pas. Je sais pas pourquoi il parle. Mais ce que je sais, c'est que les arbitres qui reçoivent les émouements aujourd'hui, ils sont contents. On a l'habitude de le dire chez nous au Cameroun. L'argent est bon à tout moment. À tout moment. Et donc, il y a un arbitre qui m'écrivait tout récemment. Il m'a envoyé une photo. Il m'a envoyé une photo de sa maison, en fait, parce que il avait commencé sa petite maisonnette. Et il m'a envoyé les photos pour me dire, monsieur le président, je suis en train de mettre la toiture. Il était tout content. Donc, pour nous, c'est toujours un bonheur. Mais je vais vous dire, si en 3-4 mois, on va débloquer plus de 150 millions pour les arbitres, mais attendez un peu. Mais justement, Stéphane, quelles sont les relations aujourd'hui entre la CCA, bon, la fédération et l'association camerounaise des arbitres de football? Quelles sont les relations aujourd'hui? C'est toujours tendu ou bien c'est pas, ça s'est calmé? Non, vous savez, moi, ma femme sort de la maison, elle est sortie de la maison. D'accord. Mais c'est tout. Ma femme sort de la maison, elle est sortie de la maison. La fédération a tenté tout pour ramener son membre à la raison. Et le membre n'a pas jugé utile de revenir à la raison. Mais qu'est-ce que la fédération fait à partir de ce moment? La fédération fait quoi? Elle doit continuer ses activités. Exact. Et c'est ce qu'elle a continué de faire. Donc quand on parle de relation entre la fédération et cette association, je ne sais pas quoi je peux vous dire. Mais simplement, ce que je sais, c'est que cette association est toujours en train de gréver. Parce que, je vais vous rappeler, il y a un mode de grève qui avait été lancé. Mais il est toujours en cours. Mais il n'a pas été respecté. Non, il n'a pas été respecté peut-être par les arbitres, mais il est toujours en cours. Ça veut dire que le membre est toujours dans la position de grève. Et je vais vous rappeler, il y a de cela un mois, nous avons organisé un stage de jeunes arbitres. La fédération a investi plus de 6 millions dans ce stage de jeunes arbitres régionaux. Et le président de cette association du centre a écrit une lettre pour demander à tous les arbitres amateurs du centre de ne pas s'y rendre. Il y a de cela un mois, de ne pas s'y rendre. On a fait pareil. Le président de la région du littoral, des arbitres du littoral de cette association, autant pour moi, a écrit aux arbitres du littoral pour demander qu'ils respectent le mode de grève et qu'ils ne s'y rendent pas au stage. Tout récemment, quand le championnat régional du littoral voulait commencer, ils ont fait la même chose. Monsieur Ngombele a écrit pour dire que les arbitres du littoral ne doivent pas jouer les matchs. Mais c'est Ngombele qui est candidat, c'est ça? Candidat à quoi? À la fédération. Ouais, bon, je sais pas. Je sais pas, vous savez qu'il y a des comiques partout, Fingon se retrouve dans tout. Et même après, ce genre de choses, c'est toujours bien. Hein. C'est toujours bien pour le commun des mortels, ça nous fait rire. Et tout ça. Mais c'est lui qui est candidat pour être président de, c'est quoi? Président de la Fédération camerounaise de football? Oui, exactement. Ah, ok, d'accord. Mais justement, Stéphane, je voulais savoir quelque chose. Oui. Est-ce que tu es mal compris? Est-ce que tu es mal compris? Mal compris? Oui. Par certaines personnes. Déjà, moi, je vais vous rassurer que nous, à la commission, ou moi, je les comprends. D'accord. Je comprends tous ceux qui attaquent, je comprends tous ceux qui se mettent comme ça. Mais je peux quand même dire que, peut-être mal compris par tout le monde. Ceux qui nous comprennent, nous accompagnent. Oui. Et ceux qui ne nous comprennent pas,
naturellement, ils peuvent se muer en, je vais dire, en opposition. Et donc, on les comprend. Mais après, ce qu'on essaye de faire, c'est de travailler pour être compris par ce que nous faisons. Oui. Parce qu'après, ça ne sert à rien de bavarder et de chialer et de se plaindre. Oui. Donc, si les gens ne me comprennent pas, qu'est-ce que je fais? Moi, ce que je fais, c'est que je travaille. Et à un moment donné, peut-être par votre travail, ils vont vous comprendre. Vous voyez ce que je dis? Oui. Voilà. Donc, mais je pense quand même qu'il y a une clique de personnes qui ne comprennent pas où est-ce qu'on va et sont peut-être les mêmes qui ne comprennent pas où est-ce que le docteur Samuel Eto'o est en train d'aller. Stéphane, moi, je t'ai posé la question parce qu'il y a un arbitre qui m'a appelé, Oui. qui m'a dit que moi, j'ai dit à Stéphane Foucault Kamga de ne plus me programmer. Parce que... Et Luka Bikim? Voilà. Ah, Mais justement, et je me suis posé la question de savoir... C'est un mensonge. C'est un mensonge. C'est un mensonge? Ouais, mais c'est un mensonge. Je vais vous expliquer. D'accord. Je vais vous expliquer. Vous avez là vu un enfant, quand il va composer son examen, Ouais. et il sait qu'il a mal composé l'examen, il sait qu'il va échouer son examen, et quand il rentre à la maison, il commence à trouver des superfuges, il commence à dire n'importe quoi. Vraiment, cet examen, on nous a interrogé sur ce qu'on n'a pas vu à l'école. Papa, je suis allé à l'école, j'ai fait l'accident, il commence à trouver des superfuges. Exact. Un échoué, c'est comme ça qu'il se comporte. Ilouga Bikim, c'est que le président de la commission que je suis, je ne me cache pas. Je dis ce que je pense à tout le monde. Exactement. Tous les arbitres qui savent, qui seront retrogradés, je le leur dis avant. Pas besoin d'attendre les listes. Ils savent, de par mon comportement, de par les discussions que moi j'ai avec eux, qu'ils ne seront pas maintenus sur les listes. Ouais. Ils le savent. Donc, Ilouga Bikim, lui et moi on a discuté plusieurs fois. Ilouga Bikim est venu à Douala me trouver. On a discuté plusieurs fois. Et donc, il connaissait parfaitement sa position. Mais je vais vous dire un truc. Pourquoi c'est quand les listes des arbitres pour la nouvelle saison sortent, qu'il est rétrogradé, qu'il dise ce qu'il a dit là. Mais pourquoi est-ce qu'avant il ne le fait pas? Il ne le fait pas avant, pourquoi? Mais bien sûr, lui et moi on en a discuté sur sa position. J'ai estimé qu'il n'était pas parmi les meilleurs et qu'il était mal classé. Et donc il devait être rétrogradé. Et c'est ce que nous avons fait. Ouais. Il le sait. Et donc après, lui... je ne sais pas pourquoi et pour quelle raison. Il dit que on l'a rétrogradé parce que lui, il a dit qu'on le programmait. Puis non. Moi, je n'ai pas une note, je n'ai pas un message dans mon téléphone de cet arbitre me disant que lui ne veut plus être programmé. Bon, maintenant, s'il le dit, bon, moi, je ne veux pas entrer. Après tout, Ilouga Bikim, c'est un ami à moi. Donc, ouais, c'est un ami à moi. Donc, c'est ça. Il sait qu'il n'y a que l'arbitrage qui peut nous... Qui veut ouais, mais ça. justement, Stéphane, avec le recul, 3 ans plus tard, depuis qu'on t'a nommé président de la commission des arbitres, de la commission centrale des arbitres, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que tu es satisfait? La satisfaction, je vous dirais oui, mais partiellement. Oui, parce que tous les chantiers que nous avons voulu engager, nous les avons engagés. Et quand je parle de partiellement, c'est parce que tous ces chantiers n'ont pas encore abouti. Et quand vous avez le sentiment de ne pas être encore arrivé à l'aboutissement, vous restez prudent. C'est pour ça que je dis, je suis satisfait, parce que nous avons engagé tout. Je vais vous prendre un peu l'exemple des chantiers. Quand tout à l'heure, je vous parlais de la formation. Sur le plan de la formation, nous nous sommes battus pour que dans tout l'étendue du territoire national, que nous ayons des formateurs, mais surtout qu'il y ait des écoles d'arbitres. Sur le plan du suivi des arbitres, nous nous sommes battus pour que nous formions des formateurs. Donc, dans toutes les régions, nous avons des instructeurs régionaux capables de former les arbitres amateurs. Nous avons des observateurs en élite capables de s'occuper des arbitres d'élite. Sur le plan du recyclage, la fédération nous met beaucoup de moyens pour que nous puissions organiser un peu plus de stages qu'avant. Et ça nous permet de recycler nos arbitrages. Sur le plan de la promotion, la mise en œuvre de la méthode annuelle, c'est-à-dire suivre les arbitres pendant 1 an, mais surtout les noter en fonction de tous leurs matchs durant toute la saison, a été mise en place. Donc, tous ces éléments, ce sont des projets et sont des choses que nous avions voulu faire et ça se fait. Maintenant, nous n'avons pas encore atteint la perfection. Peut-être nous n'avons pas atteint, mais nous sommes sur le chemin. Donc, quand je dis que je suis satisfait, c'est parce que tout ce que nous avons voulu engager, nous l'avons fait. Mais par contre, nous n'avons pas encore atteint le niveau auquel nous espérons vraiment arriver. Donc, moi, je pense qu'à 65%, nous sommes en train de travailler, on peut avancer comme ça. Mais justement, quand on regarde un peu la politique pour laquelle vous avez été nommé, est-ce qu'on peut dire que vous travaillez pour le président Eto'o ou bien vous travaillez pour l'arbitrage? Non, pour les deux. Ah ouais? Ouais, pour les deux. Pour les deux. Parce que je vais vous dire, lorsque vous êtes nommé, vous travaillez pour un peuple. Mais c'est pour satisfaire à celui qui vous a nommé. D'accord. Sinon, il fait quoi de vous? Il vous non plus. Le président de la République a été élu
a été investi par le RDPC, Exactement. a été élu, Ouais. il travaille pour le peuple. Oui. Mais C'est vrai que moi, je ne parle pas de politique, tu sais. Ok, d'accord, bon. Donc, je vais parler de la Fédération camerounaise de football. Ouais. L'Assemblée générale de la Fédération camerounaise de football, elle a élu le président de la fédération. Oui. Mais il travaille pour qui? C'est pas pour 89, c'est pas pour 114 personnes. Non. Il travaille pour le peuple du football. Le football, oui. Donc, il travaille pour tout le monde, mais il rend compte aux membres de l'Assemblée générale. Oui. Donc, il se bat à travailler pour que les membres de l'Assemblée, qui sont les représentants des footballeurs, représentants des présidents de clubs, ainsi de suite, soient satisfaits. Donc, pour vous dire que, en fait, nous travaillons pour le peuple de l'arbitrage, pour satisfaire l'arbitrage, mais celui qui nous nomme et celui qui nous fait confiance, qui nous introduit dans son projet, mais c'est celui-là. C'est vers ça que nous tendons. Parce que c'est lui qui nous donne la tâche, c'est lui qui nous demande de faire, c'est lui qui nous oriente et c'est lui qui nous donne sa vision. Mais si vous n'êtes pas dans la vision, mais à quoi vous servez là? Mais- Donc c'est pour ça que je parle des deux. Je travaille pour le peuple, mais je peux vous dire clairement que je travaille pour Samuel Eto'o. Oui, mais Stéphane, justement, parlons de Samuel Eto'o. Ouais. Une fois, on a fait une interview, mais ce qui m'a marqué, c'est tu m'avais raconté comment tu es devenu président de la Commission centrale des arbitres. Est-ce que tu peux nous redire ça? Parce que moi, jusqu'à ce jour, je ne comprends pas. Et je souhaiterais que dans ce que tu nous dis, tu nous parles un peu de la vision que Samuel Eto'o avait de l'arbitrage. Bon, déjà, moi j'étais un peu surpris des informations que le président de la fédération avait sur l'arbitrage. D'accord? J'étais un peu surpris de beaucoup d'informations. Déjà de comment ça fonctionnait. Et après, j'étais un peu surpris de la méthode que lui il a utilisée pour que je sois président. D'accord? Il m'appelle un jour à Douala, il me demande si je suis disponible, je lui dis oui. Et il me donne un rendez-vous dans un hôtel de la place. Et quand j'arrive, lui et moi, on discute un peu de la fédération En général. Et il commence à me parler de l'arbitrage. Il me parle de l'arbitrage, des problèmes de l'arbitrage, de la corruption, des problèmes on n'a plus d'arbitres au niveau international, ainsi de suite. Il y avait Kaloum qui faisait encore la flamme. Et il essaie de discuter de ça avec moi. Après, il me dit que lui, il veut reconstruire un arbitrage d'une certaine façon. Il m'a pris l'exemple de beaucoup d'arbitres en Angleterre et peut-être de 2 en France. Et il m'a parlé d'un de ses amis. À l'époque, il connaissait Garibian, apparemment. Je sais pas trop Stéphane Garibian. Ouais, il m'a parlé de lui. Ancien directeur de l'arbitrage. De l'arbitrage, oui. Je rappelle que c'est... Il m'a parlé de lui et il m'a posé la question de savoir si il y avait la possibilité que j'entre dans ce projet, c'est-à-dire le développement de l'arbitrage comme lui il le pense. Oui. Et bon, naturellement, vous savez qu'en tant qu'ancien arbitre, vous êtes devant le président de la fédération, il veut que vous le souteniez. Il y a toujours la motivation. Voilà, il y a toujours la motivation. Et naturellement, j'ai répondu par l'affirmatif. Et il m'a dit, mais le préalable, c'est quoi? C'est qu'il me donne 2 semaines que je lui présente, en fonction de ce qu'il m'a dit, que je lui présente un projet clair du développement de l'arbitrage sur 4 ans. Waouh. Et... Donc, Stéphane, il faut ça te couper. Donc, ça veut nous dire que le projet de l'arbitrage au Cameroun a été conçu sur 4 ans. Il a écrit, le président là. Oui. Waouh. Le président là. Le Wow. président là. Non, on a fait pas. C'est très important de savoir ça. Mais Hein. c'est pas sur 4 ans qu'on l'a fait. On a fait un projet, je vais vous dire, je vais continuer et vous allez comprendre. Quand je rentre, et effectivement, je prends 2 semaines et je lui présente, je fais le projet et il me réinvite. Mais cette fois-ci, c'était à la Fédération camerounaise de football, devant 2 anciens directeurs de la fédération. D'accord. Un qui est encore là et un autre qui n'est plus là. Et ce jour, il y avait un écran, on m'a placé là, j'ai présenté le projet de l'arbitrage, et ainsi de suite. Et le président m'a posé 2-3 questions. Il m'a dit ce qu'il pensait de ma présentation, ce qu'il pensait de bien, ce qu'il pensait de mauvais. Et à la fin, il m'a dit, je suis satisfait. Wow. Et il m'a dit, tu vas, comment on appelle ça? Tu vas le modifier en fonction de toutes les remarques qu'on vient de faire. Et après, on va l'implémenter. C'était tout. Wow. C'était tout. On a fait je ne veux pas dire la soutenance, mais je vais dire que le temps. Le temps devant lui, ça m'avait pris par 1h30. Wow. Après, on est rentré. Quand je suis rentré, 3 semaines après, le président m'a appelé pour me dire qu'il allait me nommer à la commission centrale des arbitres. Wow. Ouais, c'est ce qu'il a fait. Il a dit qu'il allait me nommer. Et il voulait savoir avec qui je peux vouloir travailler, ainsi de suite. Et voilà comment est-ce qu'on a construit l'équipe quelques temps après. J'étais en Angleterre, il m'a fait rentrer, il m'a nommé. Dès qu'il me nomme, ça fait 4 mois plus tard, il prend un rendez-vous en France avec Garibian. Ah ouais. Et c'est comme ça que je m'en vais voir rencontrer. À la Fédération camerounaise, à la Fédération française de football, ouais. C'est comme ça que je vais en France, toujours par ses soins, tout frais payé, rencontrer le directeur de l'arbitrage en France. On a discuté peut-être pendant 4-5 heures de temps. Et après, je suis rentré. Et voilà comment est-ce qu'on se met au travail. Et c'est tout. Mais je vais vous rappeler que le projet de l'arbitrage, je voulais revenir là-dessus, n'avait pas été fait sur 4 ans. Il avait été fait, c'était un projet à court, moyen et long terme. On avait fait
un projet sur 2 ans d'abord. Parce qu'il voulait qu'on essaie de réguler rapidement l'arbitrage sur 2 ans. On avait fait un projet sur 4 ans, ça dit les résultats sur 4 ans. Et après, on avait fait un projet sur 8 ans, un peu à long terme. Et donc, je peux vous garantir que tout ce qui se fait aujourd'hui dans l'arbitrage, il est noté, il est dans son bord. Donc, si je veux déraper, il va m'appeler, il va dire, mais monsieur Stéphane, vous êtes en train de déraper à ce niveau-là. C'est pas ce qu'on s'était dit. Ah bon? Mais bien sûr, il le fait tout le temps. Et il me dit, c'est vrai, ça? Il me dit, non, monsieur Stéphane, on avait dit que, je prends l'exemple. Il m'a appelé l'année dernière, quand on a fait la liste des arbitres. Oui. Je lui ai envoyé le document de la liste, le nombre des arbitres. Et il y avait 27 arbitres qu'on avait mentionnés. Il m'a appelé. Mais monsieur le président, sur le projet que nous avons ici, 2025, nous avons 23 arbitres. C'est ce qui est noté. C'est vrai? Oui. C'est ce qui est noté. Et je vois ici 27 arbitres. Donc, il n'a pas signé la liste. Il n'a pas signé la liste. Parce que ça ne cadrait pas. Avec le projet. Avec le projet. Et je suis venu, je me suis expliqué, on a discuté. Après, il n'a pas eu de tolérance. Et après, on a essayé de voir comment on a refait la liste. C'est tout. Mais Stéphane, excuse-moi, mais selon la compréhension de tous ceux qui parcourent le football, ceux qui sont dans les réseaux sociaux, comment, en tant que proche collaborateur du président de la fédération, parce qu'il y a des gens qui disent que c'est un illettré. Stéphane, est-ce que Samuel Eto'o, c'est un illettré? Moi, je pose la question comme ça parce que non, je vais vous répondre non. Il est plus intelligent que tous ceux qui parlent dans les radios-télévisions. J'ai dit plus intelligent qu'eux. Je dis à ce que moi je vois. Je vous ai pris le cas de l'arbitrage. Je vous ai dit quand j'ai discuté la première fois de l'arbitrage avec lui, j'avais jamais su qu'un président de fédération qui n'a pas été arbitre peut me parler de l'arbitrage comme ça. J'avais jamais su. Je vais vous prendre un exemple trop simple. Aujourd'hui, je vois les arbitres, les gens célébrer notre petite fille Ngimban Ali. Ngimban, oui. Mais je ris. Le président de la fédération, lui et moi, bon, je ne veux pas dire qu'on a eu des problèmes parce qu'on n'a pas le problème avec son patron, mais je vous dis que lui et moi, on a discuté sur le cas de Ngimban Ali Aeton lors de la finale Bamboutos Coton Sport de Garoua. Oui, je me souviens. Le président, 2 mois avant, m'appelle pour me dire que Ngimban doit jouer la finale de la Coupe du Cameroun. Il n'avait pas encore forcément les vainqueurs. Je lui dis, mais monsieur le président, Ngimban a 25 ans. Non, 26 ans, 25 ans à l'époque. Oui. Je dis, président, Ngimban a 25 ans. Elle vient d'être arbitre international. J'ai commencé à lui donner des raisons pour justifier le fait que je ne peux pas la mettre dans la finale. Il a fait pareil. Il n'a pas imposé. Il m'a donné aussi des raisons pour lesquelles il pense qu'elle doit jouer la finale. On a discuté, je ne vais pas entrer dans les détails. On a discuté et à la fin, il m'a dit, mon fils, ce que je vais te demander de faire, mon petit, va la préparer pour cette finale. Quand je te dis qu'elle doit jouer la finale, ce n'est pas pour dire qu'elle est prête aujourd'hui, mais c'est pour te dire qu'il faut commencer à la préparer dès maintenant pour que dans 2 mois, qu'elle soit prête à jouer la finale. Oui. Et tu verras ce qui va se passer après qu'elle va jouer cette finale. Oui. Je suis allé avec le doute, je peux vous dire quoi. Oui. Mais, on a fait. 1 mois plus tard, j'ai commencé à la désigner d'abord dans les matchs d'élite tout masculin. Oui. Elle a joué les matchs d'élite tout masculin, on a essayé d'évaluer. Et j'ai commencé à être surpris du niveau de Ngimban. Et j'ai appelé le président, je lui ai dit, mais président, vous la connaissez avant? Il m'a dit non, je ne la connaissais pas avant, mais je l'avais déjà vu jouer un match des femmes. Ouais. Et donc, j'étais sûr qu'elle a le niveau de juger les matchs des hommes. Elle est très intelligente, il m'a parlé un peu d'elle. Et après, on a commencé de la former jusqu'au jour de la finale de la Coupe du Cameroun, Bamboutos, Coton Sport de Garoua. À la finale, il y a eu un petit couac. Oui, un petit couac. Mais attention, le petit couac, c'est ce que vous, le monde populaire, vous voyez. Oui. Mais au niveau de la CAF et de la FIFA, c'est pas comme ça. La première question que les responsables de l'arbitrage au niveau de la FIFA posent, c'est comment est-ce que une femme dirige une finale de Coupe du Cameroun masculine? Première question. Wow. Deuxième question. Non, d'abord, première question d'abord. Comment est-ce qu'une femme dirige un match masculin? Oui. Deuxième question. Comment est-ce qu'une femme dirige une finale de Coupe du Cameroun entre Bamboutos de Bouddha et Coton Sport de Garoua? C'est la question que les instructeurs se posent. Et ils se disent, si elle a pu être désignée dans ce match, c'est qu'il y a quelque chose que le Cameroun sait que cette fille peut avoir. À partir de ce moment, elle a commencé à être suivie de près par les émissaires de la CAF et les émissaires de la FIFA. On a commencé à regarder ces matchs, à comprendre pourquoi est-ce que le Cameroun a mis autant d'énergie pour qu'elle joue cette finale. Exact. Et en plus, on a crié, mais la finale s'est déroulée superment bien. Je me souviens. Je dis superment bien. Ouais. Superment bien. Il y a des... Je me souviens. Et donc,
Après ça, je peux vous dire, aujourd'hui, Ngimbang, elle est actuellement en train de jouer la Coupe d'Afrique des Nations féminine. Elle a joué la deuxième journée. Elle a été désignée aussi quatrième dans la troisième journée. Donc, vous voyez qu'aujourd'hui, quand je vois le président de la fédération, je me dis, ah, peut-être il voit un peu plus loin que nous. Même s'il n'est pas habitué de football, il voit un peu plus loin que nous. Et donc, moi, je me dis, quand on parle d'illettré, bon, moi, je sais pas ce que ça veut dire. J'ai un grand frère qui m'a dit un jour que si on enlève le français au Cameroun, mon papa au village va devenir lettré et nous, on va devenir illettrés. Exact. Parce que si on dit désormais que c'est le Barça qu'on va parler au Cameroun, mais alors tous les Américains seront des illettrés, tous ceux qui sont allés à l'école et qui parlent français seront des illettrés, et tous ceux qui parlent la langue maternelle seront des lettrés. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que vous pouvez ne pas être d'un domaine, mais vous devenez un lettré parce que le modèle a changé. Exact. Et donc moi, je me dis que le président de la fédération a une telle expérience et une telle grosse expérience dans le monde du football qu'il y a des choses que lui peut voir que peut-être nous ne verrons jamais. Ou peut-être on le verra tardivement. Donc moi, je pense que ceux qui le traitent comme ça, bon, peut-être ils sont inconscients, peut-être ils ne le connaissent pas. Mais moi qui passe le temps et qui le vis au quotidien, on le vit dans les comités exécutifs de la Fédération camerounaise de football, on le vit en permanence lorsque nous discutons des activités avec lui. C'est une machine à réfléchir, c'est une machine à penser, c'est une machine surtout à prévoir. Et justement, comme on parlait du cas de la jeune arbitre, justement, il y a un cas qui a fait vraiment les choux gras de la presse, le cas précisément de Dangamouti, qui a joué 6 matchs en l'espace de 8 jours. Et un autre arbitre a joué 2 matchs pour la même journée de championnat. Est-ce que c'est normal, président? Mais là, déjà, une fois, je t'appelle président parce que déjà, là, c'est sérieux. Déjà, dans votre façon de me poser la question, je sens que vous-même vous opposez à ça. Non, pas que je m'oppose à ça. C'est que je me demande comment est-ce possible. Oui, parce que je sens vous poser, monsieur le président, est-ce que c'est normal? Oui, parce que là, pour la première fois, j'ai dit, monsieur le président. J'ai pas dit Stéphane. Déjà, c'est normal. D'accord. Il n'y a rien d'anormal à ce qu'un arbitre joue dans la même journée, 2 matchs autant pour moi. Ah bon? Oui, c'est pas interdit, c'est pas interdit. Mais je l'ai vu plusieurs fois avec Marc Oliver en Angleterre. Je l'ai vu plusieurs fois avec Anthony Taylor. Ça se fait tous les jours dans les grands championnats. Mais je vous dis, il joue quand il va à Londres et qu'il y a 2 matchs à Londres, il est 4e le samedi et le lendemain il peut jouer à arbitre. Ça se fait. Ah bon? Oui, en Angleterre ça se fait. Les arbitres le savent. Je les ai déjà, bon, déjà. Ceux qui discutent, c'est ceux qui ne sont pas dans le sillage de l'arbitrage. D'accord. Et ceux-là qui veulent attaquer pour attaquer. D'accord. Mais les arbitres, on a déjà eu ce débat en stage. Et je les ai montré d'abord l'importance de cela. D'accord. Et après, comment ça se faisait ailleurs dans les championnats mieux structurés. D'accord. Donc ça se fait. Ça, c'est pour le cas d'un arbitre qui joue 2 matchs la même journée. Il peut jouer 4e et le lendemain, il peut jouer arbitre. Ça se fait. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on a parlé du cas de qui? Dangamouji. Ouais, le célèbre Dangamouji. Il a joué 6 matchs en 8 jours. Ouais, c'est pas faux. Mais vous allez voir que le 8, ça cadre facilement avec 1 semaine. Quand on dit 8 jours, c'est 1 semaine. Oui. Environ 1 semaine, 1 jour. Mais pourquoi c'est arrivé? Déjà, ce n'est pas le seul arbitre qui a joué 6 matchs en 8 jours. C'est pas le seul. Ah bon? Oui. L'arbitre qui a le plus joué de matchs en 8 jours, c'est Thierry Kembeng. L'arbitre assistant Thierry Kembeng. Oui, c'est lui. Et après Thierry Kembeng, c'est Bédiné. Et après Bédiné, c'est Emeene. Voilà les 3 qui ont le plus joué de matchs que Dangamouji. Maintenant, peut-être le cas de Dangamouji a suscité plus d'attention parce que dans ces matchs, il y avait des situations. Quand je parle des situations, certains ont dit qu'il y a eu des pénaltys, des cartons rouges. Mais attendez un peu, dis-moi un peu. S'il y a un pénalty dans un match, qu'est-ce que l'arbitre fait? Il ne siffle pas, mais il va le siffler. Et si dans ces matchs, il y en a 10, il en donnera 10. Donc, moi, je pense que c'est peut-être parce que dans ces matchs, il y a eu des situations et des faits de jeu que ça fait parler. Et on se rappelle qu'il a joué hier, il a joué aujourd'hui, ainsi de suite. Mais je vais vous dire quand même pourquoi. Pourquoi est-ce que ça s'est fait? Parce que ce n'est pas quand même quelque chose de... C'est normal, mais ce n'est pas quelque chose d'habituel. D'anodin, ouais. Oui. Donc, pourquoi ça s'est fait? La FIFA a organisé un stage au Cameroun. On appelle ce stage les stages EMA, Member Association. Et ce sont des stages qui sont programmés longtemps à l'avance. D'accord. La fédération fait la demande à la FIFA, la FIFA valide, et elle envoie des instructeurs d'ailleurs, internationaux, venus au Cameroun.
Et pendant ce stage, le stage dure 5 jours environ. 5 à 6 jours environ. Et pendant ce stage, 30 arbitres de Ligue 1 sont convoqués à ce stage. De Ligue 1, autant pour moi. De Ligue 1, oui. 30 arbitres sont convoqués. Nous avons 55 arbitres. Nous avons 55 arbitres au total. 25 arbitres centraux. Et 35, donc 60 arbitres. Oui. 30 étaient convoqués pour le stage. Ça fait un gros trou. Il reste 30 arbitres mélangés. Sur les 30 arbitres, on a 12 qui étaient grévistes. 12. Oui. Donc, qui ne jouaient pas les matchs. Ils ne jouaient pas les matchs, oui. Il en reste combien? Il en reste 18. Non, il en restait... Il y a 13 qui étaient grévistes. Oui, il en restait 17. 30, oui. Non, il en restait 17. Oui. Il en restait 17. 17, oui. Et une journée de championnat à 8 matchs. Oui. Chaque match a 4 arbitres. Oui. 8 fois 4, donc 32 arbitres 32. à utiliser. Oui. Mais vous n'avez que 17 qui sont disponibles. Oui. Ou 17, oui. Si j'ai besoin de 32 arbitres, alors que j'ai que 17 arbitres, alors les 17 vont jouer et ils devront encore jouer le lendemain. Le lendemain. Ça fait 17 fois 2, ça fait 34. C'est pour ça qu'un arbitre pouvait jouer deux matchs la même journée. Et c'est pour ça qu'ils ont donc enchaîné des matchs. Et après 8 jours, un arbitre se retrouve en train de jouer 6 matchs, peut-être en 8 ou en 9 jours. C'est parce qu'à cette période, particulièrement, les arbitres étaient soumis au test MA. Mais vous allez voir, dès que nous sommes sortis du stage MA, les choses sont améliorées. Après, il s'est reposé 2-3 journées et c'était tout. Mais justement, il y a eu un phénomène qui a eu aussi lieu à ce moment-là. On s'est rendu compte qu'il y avait eu beaucoup de conflits entre les arbitres et les joueurs. À quoi était due cette situation? Ouais, sincèrement, nous le regrettons. Déjà, nous le regrettons parce que c'est pas entre forcément il y a eu un conflit qui s'est passé. Oui, parce que Ndangamoudi, justement, a été battu par un match à Limbé. Ok, d'accord. Oui. Oui, donc vous savez, le match de Limbé, parce que après, lorsqu'un arbitre a un problème dans un match, nous faisons l'enquête. D'accord. Nous avons fait l'enquête par rapport à ce match parce que nous avons interrogé les arbitres, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est que l'équipe qui vient jouer le match, je crois que c'est une équipe peut-être du Sud. Du Sud, oui. Oui, qui vient jouer le combat, un truc comme ça. Lorsqu'elle vient jouer le match, elle vient avec des préjugés. Et oui, c'est au début du match qu'elle commence à faire des déclarations. Ok. Oui. Maintenant, quand vous regardez la vidéo des 2 faits de jeu marquants de ce match, parce qu'il y a eu 2 pénaltys dans ce match, vous vous rendez compte qu'à l'analyse, les 2 pénaltys étaient clairs. Sur la première situation, c'est un jeu dangereux, et sur la deuxième situation, c'est une main illégale dans la surface de réparation. Donc, il n'y avait pas de débat là-dessus. Mais après, qu'est-ce qui pousse les joueurs à faire ça? C'est parce que dès le départ, s'ils ont dit que ce match ne va pas se jouer pour des raisons peut-être que moi j'ignore, après, dès qu'il y a une situation comme ça, mais le malvenu, c'est qui? C'est l'arbitre. C'est l'arbitre. C'est ce qui s'est passé dans le match dans le match à Limbé. Après, on a une autre situation à Yaoundé. Oui, l'arbitre tête. Ouais, mais cette fois-ci, je pense que c'est plutôt le geste de l'arbitre qu'il fallait regretter. Et nous l'avons fait, nous avons regretté ce geste. Nous avons même pris des mesures contre l'arbitre qui n'a plus pris part à un match de championnat jusqu'à ce que le championnat s'est terminé. Il n'a plus pris part parce que nous avons regretté cet acte de l'arbitre. C'était instinctif, c'était peut-être un acte, mais il était mal placé. Mais ce que je vais dire, c'est que les joueurs ont toujours... Vous avez vu, lors de ce match, les joueurs, lorsqu'ils ont décidé d'arrêter le match, c'était les joueurs de Fauveau. C'était un jeu de... Non, c'était un jeu Ishocha. Si vous vous rappelez, lorsqu'ils décident d'arrêter le match, ils vont dehors prendre une pancarte. Un papier, une pancarte. Oui. Mais cette pancarte a été écrite à quel moment? Mais moi, je vais te dire, moi, j'ai particulièrement scruté ce geste. Ouais. Quand c'est d'abord, il faut déjà dire que c'est un fait de jeu où il y a 2 joueurs, un joueur de APGS et un joueur de Ishosa. Ouais. Il y a une faute sur le joueur de APGS. Ouais. L'arbitre donne coup franc contre Ishosa. Ouais. Et donc, le joueur, le numéro 10, qui a eu le carton rouge par après, reçoit, on appelle qu'il faut qu'il se couche au sol. Ouais. Il se couche au sol. Il demande à tes camarades de se coucher au sol. Après, ils se couchent tous au sol. Après, le numéro 10 se lève, il va vers le banc de touche. Celui qui écrit le message, c'est le coach. C'est le coach du Chosa qui écrit le message que c'est parce que nous n'avons dit pas de correction qu'on subit tout ça. Le joueur va chercher la pancarte, va chercher la pancarte et il revient, il montre au public. C'est à la suite de
du fait qu'il a montré que l'arbitre lui donne un carton rouge. Que l'arbitre lui donne un carton rouge. Ouais. Et quand il sort, Ouais. quand il sort, on lui dit, va attaquer l'arbitre. Et c'est là qu'il revient. C'est là qu'il revient. Ouais. Et moi, moi je suis en face du président de la commission des arbitres. Moi, je ne suis pas d'accord qu'on sanctionne l'arbitre. Parce que Stéphane, le joueur, le numéro 10 de Ishosa, allait regarder les vidéos. Ouais. J'ai même fait des screenshots et des screenshots. Il botte. Il a touché les testicules même. Non. Ouais. Il botte l'arbitre avec son pied. Puis, ouais. C'est à ce moment que l'arbitre réagit. Ouais, c'est ça. Donc, je ne suis pas d'accord qu'on ait sanctionné cet arbitre. Oui, parce que moi, j'ai véritablement... Moi, j'ai fait un live spécial pour scruter tout ça. J'ai même mes collègues de RSI peuvent vous dire. Ouais. J'ai eu une longue discussion avec eux pour leur dire que c'est le joueur de Ishosa qui a provoqué. Ouais. Ok, monsieur, mon frère Richard, moi, je peux vous comprendre. Moi, je peux vous comprendre, mais sauf que vous savez, l'arbitre est un élément central dans les matchs. C'est le maître du jeu. Et c'est le maître du jeu. Et vous savez, nous, on ne veut pas qu'un arbitre se rende justice. D'accord. Il peut se défendre, d'accord, mais il ne doit pas se rendre justice. C'est compréhensible. À partir du moment où tu te fais attaquer et que tu as la possibilité de te retirer, nous souhaitons que tu te retires. D'accord. Mais pas que tu ailles en affront. Donc, c'est ce que nous avons donné comme conseil à l'arbitre, mais je peux vous garantir une chose. À la fin, nous avons discuté longuement avec l'arbitre. Tout ce que vous dites là, il nous l'a dit. On a discuté longuement avec lui. Mais ce que nous voulons que les arbitres intègrent, c'est qu'ils ne doivent pas être provocateurs. Ils ne doivent pas aller au corps à corps avec les joueurs. Pourquoi? Ils sont responsables premièrement de la sécurité des joueurs. C'est vrai. Donc, nous, on a même de la sécurité du jeu. Voilà, donc nous, on a pensé qu'à ce moment, il aurait pu se retirer. Mais je vais vous garantir, c'est pas parce qu'un arbitre est sanctionné qu'il va mourir. Non. C'est parfois une mesure préventive, une mesure provisoire. Pour le protéger aussi. Voilà. Donc, je pense que... Mais ne vous inquiétez pas, votre arbitre, il est là. Ne vous inquiétez pas. D'accord. Parce que, justement, tout à l'heure, on m'a un peu sorti d'arbitrage, parce que j'ai dit que Stéphane Foucault-Kamga, il a un homme à multiples casquettes. Il ne faut pas le voir comme ça, parce que actuellement, là où il est là, même, il arbore fièrement une tenue de Dauphine Academy. Sport Center. Voilà, Sport Center, justement. Dauphine Academy, Sport Center. Mais justement, comment se porte Dauphine Academy? Très bien. L'Académie se porte bien, ouais. Nous avons eu la chance quand même d'avoir quelques enfants qui ont trouvé des contrats professionnels il y a moins d'1 an. Et sur le plan de la formation, ça se passe bien. Nous jouons des tournois, les enfants se développent et ça va. Nous avons plus de 94 enfants qui sont à notre charge. Et donc, on a les U10, les U12, les U14, les U16, les U18. Comment ça se fait le recrutement là-bas? À Dauphine? Oui, à Dauphine. Comment on fait pour devenir... Pas des tests. Nous organisons les tests et il y aura les tests le 23 juillet, du côté de Douala, au génie militaire de Douala. D'accord. Donc, nous faisons les tests de recrutement pour les enfants de 12 à 15 ans. Et après, vous passez le test, ce sont des étapes, ça se fait en 3 jours. Ça se fait en 3 jours. Vous passez les tests et on vous garde. On vous garde. Mais Stéphane, dernièrement, il y a eu le joueur Yonjo. Oui, Yonjo, on l'a vu, on vous a vu au centre de Lille. Est-ce que c'est votre poulain? Poulain, comment? Que veut dire poulain d'abord? Poulain, c'est est-ce qu'il est passé de la... parce que c'est mon fils, Yonjo c'est mon fils. Ah bon? Oui, bien sûr, son papa c'est mon ami. Et le papa de Yonjo, le petit frère de Yonjo, il est académicien chez moi. Ah bon? Bien sûr. Le petit frère de Yonjo, il est académicien chez moi. Ah ouais, je sais. Ah ouais, je vous parlais de me voir l'accompagner lors de sa signature. Ah ok, d'accord, là je vous comprends. Et effectivement, comme je vous dis, le papa de Yonjo, c'est un ami à moi. Le petit frère de Yonjo, il est dans mon académie. Et je vais vous dire que Yonjo est le joint de la même boîte qui est partenaire avec mon académie. C'est-à-dire que la boîte qui gère mes joueurs, avec M. Patindier, c'est la même qui gère Yonjo. Donc tous les enfants qui appartiennent à mon partenaire, forcément ils m'appartiennent. Mais bien sûr. Donc, mais parce que beaucoup de personnes se sont posées la question. Carlos Balepa qui appartient à la... Je dis que cette boîte est partenaire à mon académie. Donc tous les gens qui sont dans la boîte sont mes partenaires. Carlos Balepa c'est mon fils. Yonjo Mata c'est mon fils. Et après je vais vous dire, les enfants de l'école football de Brasserie, ils font à Dauphine. C'est moi qui les scolarise. C'est moi qui... Quand c'est pas payé. Je veux dire, c'est moi qui suis l'éducateur. Oui. Il fait qu'à la Dauphine. Donc, tous ce sont mes enfants.
Et après, je vais vous rappeler, Noubissi Stéphane, c'est un académicien Dauphine. Ah bon? Ah, mais il était à Lille. Donc, vous avez vu la photo avec Mata, mais vous n'avez pas vu la photo avec mon fils, Noubissi Stéphane. Bien sûr, il est pensionnaire à Lille. Donc, une petite visite là. Et après, moi, comme vous le savez, pour la vérité, c'est que c'est le, comment on appelle? L'agent de joueur, Patrick J, qui est le responsable de la boîte, qui a voulu que ça se fasse ainsi, simplement. Mais comme je vous ai dit, le père de Yonjo Mata, c'est un ami à moi, c'est le petit frère de Yonjo, il est académicien chez moi, Yonjo c'est mon fils, donc moi je vois aucun problème à ça. Et après, moi, je considère pas l'école de football des Brasseries comme un concurrent, peut-être concurrent sur le football, mais c'est pas un ennemi. Non. C'est un partenaire. Quand je vous dis que les enfants de l'école de football des Brasseries sont scolarisés à Dauphine, ça veut dire que nous sommes partenaires. Exactement. Et c'est pour ça que tous les tournois des Brasseries, nous sommes invités. Donc moi, je trouve pas de quoi ou je trouve pas de problème. À ce que je sois en train d'accompagner Yonjo à sa signature. Mais justement, c'est tout. C'est un enfant que moi j'aime bien, j'aime bien sa façon de jouer. Et tu penses qu'il a un bon avenir? Non, il va réussir. Ça, c'est vraiment à coup sûr, il va réussir. Pour deux raisons. D'abord, trois raisons autant pour moi. La première, c'est qu'il a été bien formé à l'école de football des Brasseries du Cameroun. La deuxième, c'est que il est bien suivi. Quand je parle de bien suivi, c'est que l'agent qui est derrière lui, c'est quelqu'un qui fait ses preuves avec des joueurs de football. Et donc, moi, je pense que s'il garde le même processus de suivi pour cet enfant, il aura peut-être une très belle carrière. La troisième, c'est que Yonjo est extrêmement talentueux. Je vous dis, je peux vous donner une petite anecdote. En 2000, il y a de cela 5 ans, 4 ans, Yonjo avait 15 ans, 14 ans. Il jouait la finale du football jeune à Douala, stade annexe. Il avait claqué 2 buts ce jour. À la fin, quand je suis rentré le soir, j'ai envoyé un message au manager général des Brasseries, monsieur Nuno, et je lui ai dit, mais MG, mais tu as le futur Samuel Eto'o. Demande-lui, demande-lui, Babouti. Je lui ai dit, tu as le futur Samuel Eto'o. Ton petit, il est très bon. Et il a mis un petit riz sur WhatsApp, parce qu'il sait. Donc, c'est un petit qui est extrêmement talentueux. Il a un sens inné du but. Moi, j'ai jamais vu ça de toutes les dernières générations que moi j'ai vu de jeunes au Cameroun. Ça fait 11 ans aujourd'hui que je vois les jeunes, mais j'ai pas encore vu ça. Donc, moi, je suis convaincu que l'environnement dans lequel il est, sur le plan familial, c'est cool avec son papa, avec sa maman, ainsi de suite. Sur le plan de l'agent qui le suit, c'est quelqu'un qui suit bien les enfants, qui s'occupe bien d'eux, et qui est un peu strict. Et sur le plan de la formation qu'il a reçue au Cameroun, vous savez bien que l'école football des Brasseries du Cameroun, ils forment bien. Et bien sûr, c'est pour ça ils sont les joueurs tout le temps. Exact. Et donc après, Lille, c'est aussi un club qui développe facilement les talents. Donc moi, je me dis que toutes ces conditions réunies, c'est un futur talent. C'est un futur talent. Ouais, c'est un futur talent. Moi, je pense qu'il va réussir par la grâce de Dieu. Mais justement, on a aussi vu, on va un peu parler de ça parce qu'on est dans le sens dans les académies. On a bien vu qu'il y a aussi Kofan qui est parti de Albacete. Il est parti de AS Nilon pour Albacete et aujourd'hui, il est au Cases Lautern, je crois. Pardon. Pourquoi aujourd'hui, c'est rare de voir qu'il y a des académiciens qui quittent directement des écoles pour venir jouer dans des championnats professionnels. À quoi est dû cette... Vous savez, mon frère Richard, les Camerounais grincent les dents, bavardent, critiquent la fédération, mais on ne peut juger une fédération que sur les statistiques. D'accord. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, depuis 4 ans, les académies au Cameroun, tous les jours, sortent les jeunes? Mais pourquoi? Parce que vous parlez de Yonjo Mata. Vous parlez de Kofan aujourd'hui, mais Noubissi est sorti, Mabonki Etienne est sorti, avant lui, Nagida est sorti. Il y a plein de jeunes qui depuis 4 ans, il y a plein de jeunes qui depuis 4 ans font des beaux jours dans les clubs, du moins si des contrats professionnels en Europe. Mais ça ne se faisait pas il y a quelques temps avant. Ça ne se faisait pas. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a un déclencheur qui s'est fait au niveau de la jeunesse footballistique au Cameroun. Et donc, qui impulse ça? Si ce n'est la fédération. Donc, on ne mettra ça qu'à l'actif de la fédération et peut-être du président qui est venu avec un nouveau projet, une nouvelle façon de penser. Parlant de Kofan, c'est pareil que pour Yonjo. J'ai suivi une émission où on parlait de Pléa. Mais moi, je sais que cet enfant, je l'ai vu jouer à AS Nilon, je l'ai vu marquer des buts. Il a été meilleur buteur du championnat départemental à Douala. Et après ça, vous avez vu ce qu'il a fait à Albacete en deuxième division en Liga 2. Donc moi, je pense qu'il est sur la bonne voie. Bahem Leverkusen, c'est un club aussi qui a la tendance
à former les jeunes peut-être pour les replacer. Et à partir de ce moment, ça lui donne le temps de jeu, le temps de se développer. Et moi, je pense qu'il va marquer ce gars. Lui, il est peut-être pas le même style que Yonjo, mais ils ont une particularité les deux, c'est qu'ils marquent des buts. Après les attaquants, tu marques des buts, ça te paye cash. Mais donc ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, on est en train de voir, parce que aujourd'hui, le président de la Fédération camerounaise de football avait dit un jour que pour lui, il croit qu'il compte beaucoup sur les U17 et les U20. Est-ce que pour aujourd'hui, on n'est pas en train d'assister à la meilleure génération des U20, U17 que le Cameroun n'ait jamais eu? Ah, voilà. Donc, c'est ça aussi le problème. Est-ce que la meilleure génération des U20 ou des U17, c'est parce qu'on a gagné les trophées avec elle, ou c'est parce que demain, on prépare une équipe constante pour gagner sur le long terme des titres? Moi, à mon avis, ce que moi je pense, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure que le président, il voit un peu très loin. Lui se projette toujours dans 7, 8, 9, 10 ans. Qu'est-ce qui va se passer? Parfois, vous avez des équipes qui gagnent des compétitions. Mais moi, j'ai vu l'équipe des U17 qui a gagné la Coupe d'Afrique des Nations. Oui, en Tanzanie. Oui, Thomas Libi. Oui. Voilà. Moi, j'avais un joueur là. Avec Steven Voué. Steve Voué. Mais allez dans cette génération et vous me dites qui est visible sur le plancher 5 ans plus tard? Personne. Mais personne. Je dis personne. Et donc, par contre, vous voyez l'équipe des U20 qu'on a eu tout récemment. Oui. Vous allez vous rendre compte que, d'abord, ça commence d'abord à la francophonie. Oui. Pratiquement 50% de ces enfants ont trouvé des gros contrats professionnels dehors. Je prends la dernière équipe des U20. Si vous prenez la défense centrale du Côte d'Ivoire, il avait, je crois... oui, Ivan Kemwe. Ivan Kemwe. Il avait Hamza, Alas, qui est aujourd'hui l'un des meilleurs défenseurs du championnat camerounais, qui joue à Colombe du Sud. Et il y a Noubissi, qui a signé à Lille. Au milieu de terrain, il y a Mabonki, qui a signé à Valenciennes. Il y a Atu Avom. Il y a Atu Avom, qui est capitaine d'Angers de Lorient. Moi, c'est ce que j'ai vu. Capitaine de Lorient dans les matchs de préparation. Il y a Yonjo qui vient de signer à Lille. Il y a Aruna qui a signé à Angers. Il y a Nadida. Il y a Nadida qui a signé à Rennes. Donc, je vous dis que sur les 11 entrants d'Ivan Kemwe, nous avons pratiquement 7 joueurs qui ont reçu des gros contrats professionnels aujourd'hui en Europe. Mais après, ça ne gagne pas. Ça ne s'est pas qualifié. Oui, ça, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est que le futur se prépare. Parce qu'ils acquièrent de l'expérience. Et demain, tenez-vous tranquille, l'équipe nationale du Cameroun, ce sera quelque chose de formidable et de fort. Et peut-être c'est ça que les gens ne voient pas. Aujourd'hui, on peut être dans un processus, mais par la suite, je pense que les choses vont aller mieux. Et je crois que c'est le même travail qui est fait avec les 17 ans, avec l'équipe de Sédou, qui travaille magnifiquement bien, bon style de jeu et tout ça, ça nous plaît. Mais justement, on tire un peu déjà vers la fin de ce petit talk. Mais pour vous, question cash, souhaitez-vous que Samuel Eto'o se représente pour... Parce qu'on est là, hein, bientôt décembre. Hein. Est-ce que vous souhaitez que Samuel Eto'o se représente comme président de la Fédération camerounaise? Oui, bien sûr. Il doit se représenter et cela pour plusieurs raisons. Mais je vais vous donner déjà la première. Il est difficile d'implémenter des choses avec la vitesse que vous voulez dans ces conditions. C'est-à-dire que depuis 4 ans, vous êtes combattu et vous êtes combattu. Oui. Vous voulez commencer un projet, c'est 2009. Vous voulez entamer un autre, c'est la procédure à la CAF. Vous voulez entamer un autre, c'est les matchs amicaux. Vous voulez, chaque fois que vous voulez, vous levez pour entamer des... Comment est-ce que vous pouvez suivre efficacement des projets si au même moment, vous devez être en train de vous défendre? C'est pas possible. Mais comment? Mais donc, moi, je trouve que la fondation a été plantée dans les activités de l'Africa Foot. Oui. Et la seule chose que je me dis, c'est qu'effectivement, dans ce deuxième mandat, il y a beaucoup de choses qui vont se faire. Tout à l'heure, vous parlez des équipes nationales. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. Les gens ont sorti des statistiques pour démontrer que les équipes nationales jeunes ne gagnent pas. Mais oui, mais peut-être parce qu'il y a une reconstruction au niveau des équipes nationales jeunes. Exactement. Il y a des choses nouvelles. Le président de la fédération aujourd'hui vous a parlé de l'âge. Il a insisté, il a persisté pour que le problème de l'âge soit résolu au Cameroun. Mais dès que ce sera résolu, vous allez vous rendre compte que les académies aujourd'hui commencent un peu plus tôt. Moi, par exemple, chez moi, qui commençait à 14 ans, aujourd'hui, je commence à 10 ans. À 10 ans, oui. Parce que le mindset, la façon dont on nous a fait comprendre le football, c'est que ça commence pas tôt, ça joue pas au football. Exact. Et donc, à partir de ce moment, on pourra challenger avec d'autres jeunes ailleurs. Et donc, ce genre de choses.
ça ne réussit pas du jour au lendemain. Non, 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 non. Et c'est pareil dans l'arbitrage. Moi qui suis en charge de l'arbitrage, c'est pareil. Si vous voulez rajeunir le corps de l'arbitrage, vous trouvez des jeunes arbitres, vous les mettez 1, 2, 3 ans. Est-ce qu'ils peuvent être Mekwande Evariste? Non. Non. Est-ce qu'ils peuvent être Eddie Maher? Non. Est-ce qu'ils peuvent être Gassama? Non. Ils peuvent pas être Anthony Taylor. Ils peuvent pas être Marc Oliver. Ils peuvent pas être Tupin ou Le Texier. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Lorsque vous décidez de faire avec la jeunesse, vous devez être patient. C'est un processus. Sauf que lorsqu'ils vont atteindre la maturité, ils seront injouables. Je vais prendre le cas de Le Texier. Quand Le Texier commence sa carrière, il a le badge à 25 ans, 26 ans. Il est très jeune. Oui. Il commande les matchs internationaux, mais il se fait insulter. Même Oui. en France. Même en France, quand Le Texier commence à jouer, Je me souviens. il se fait insulter. Mais aujourd'hui, les Français sont heureux de parler de Le Texier. C'est lui qui a joué la finale du Real Madrid en Champions League. C'est lui qui joue les grands matchs de football. Et donc, les Français sont heureux. C'est un problème de patience. Et donc, je me dis que Samuel Eto'o, dans son projet qu'il a élaboré en 2021, lorsqu'il prend l'Africa Foot, il est en train de l'implémenter. La fondation a été plantée et je pense que nous devons laisser le temps pour que les murs sortent et après que la toiture soit mise. Et donc, moi, je pense que je l'encourage. Dieu confirme à déposer sa candidature. On va terminer par le domaine qui te concerne, hein, l'arbitrage. Ouais. Pour toi aujourd'hui, quel est le profil que tu souhaites avoir comme arbitre dans les prochaines années? Vous savez, dans l'arbitrage, il y a beaucoup de types de profils. D'accord. Et on peut combiner ces types de profils en fonction des matchs et de ce que vous décidez. Je vais prendre un exemple simple pour qu'on se comprenne. Peut-être qu'on ne va pas comprendre si je parle théoriquement comme ça. Il y a des arbitres qui ne sont pas grands de taille, mais qui sont vifs. Et souvent, ce type d'arbitre, il y a des matchs qui se jouent avec une grosse vitesse. On a besoin d'eux. Il y a des arbitres qui sont plus intelligents et qui ont une grosse lecture du jeu. Du moins, ils lisent facilement le football. Même si c'est recommandé à tout le monde, hein. Mais il y a certains qui ont cette capacité plus facile. Et à partir de ce moment, c'est un type d'arbitre pour un type de match. Les matchs qui ont une grosse lecture tactique. Et donc, on a besoin de ce type d'arbitre. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'il n'y a pas un profil. Quand je parle de un profil type, mais ce que nous voulons, ce sont des arbitres qui ont une capacité, une mobilité facile et après qui ont la capacité de se projeter sur 1, 2, 3 ans et qui ont une grosse marge de progression. Mais en termes de profil, comme au football, je vais prendre un autre exemple encore. Moi, je me rappelle, il y a de cela peut-être 15 ans, lorsqu'on parlait d'un milieu de terrain, les gens voulaient les gens grands de taille, costauds. Mais quand Pep Guardiola arrive à Barcelone, il parvient à démontrer que Xavi et Iniesta peuvent jouer dans le même milieu de terrain. Mais c'est ce qu'il fait. Oui. Il démontre que Xavi, aujourd'hui nous voyons Barcelone. Pedri, il n'est pas grand de taille, Pedri n'est pas costaud. On voit Gavi, on voit tous ceux qui sont au milieu de terrain là, sont les gens de petite taille. Donc en fait, mais ça ne veut pas dire que Rodri, le ballon d'or, n'est pas grand de taille et n'est pas costaud. Donc en fait, le profil dépend de la capacité que vous avez. On peut rechercher un profil, mais on trouve autre chose ailleurs. Aujourd'hui, nous avons un arbitre de 25 ans, Béboulé, qui a 1m92, qui est bon, qui a 25 ans. On a un autre, Biel Colondo, qui est plus petit de taille, qui est vif et qui est aussi bon. Mais qu'est-ce qu'on fait? On promet les deux. Donc, pour dire que le véritable profil qui sied à la carrière d'un arbitre, c'est qu'il soit un bon arbitre. D'accord. Je voulais te poser la question. Tu nous as donné 2 arbitres tout de suite là. S'il y a un match Canon-Colombe, quel type de profil tu peux choisir? Déjà, il faut savoir que le match Canon-Colombe ne sera pas très ouvert. D'accord. Parce que le plus souvent, plus on avance dans les compétitions et plus les entraîneurs réfléchissent beaucoup. Et donc, on ne laisse plus l'ouverture. C'est-à-dire qu'on ne se projette plus facilement. Il y a beaucoup de réflexions parce que nous sommes à l'aube de la finale. D'accord. Tout le monde veut se qualifier pour la finale, même s'il ne va pas la gagner. Et donc, ce sera un match qui aura une grosse densité tactique. C'est-à-dire que les entraîneurs vont plus miser sur la tactique que sur autre chose. À partir de ce moment, 2 types de personnalités doivent atterrir dans ce match. La première, c'est quelqu'un qui a la capacité, déjà, la maturité, autant pour moi, déjà de contrôler les 2 équipes et surtout de lire le jeu des 2 équipes. Donc, nous allons choisir un arbitre, peut-être pas expérimenté, mais un arbitre qui comprend facilement le jeu et qui est capable de supporter l'environnement. C'est tout. Et s'il y a un jeune Camerounais qui va nous écouter, je suppose, et qui veut devenir arbitre, quel est le conseil que tu lui donnes? Comment il fait? Quel est le premier pas qu'il fait pour aller
chercher, savoir comment ça se passe pour devenir arbitre? Ah ouais, d'accord. Déjà, tous ceux qui veulent devenir arbitre, vous devez vous rendre dans la ligue départementale de football de votre circonscription. De votre circonscription. Vous rencontrez le secrétaire général de cette ligue et il va vous donner la liste des documents que vous devez fournir et après il va vous indiquer l'école d'arbitre dans laquelle vous devez vous enregistrer. La rentrée aura lieu sûrement en septembre parce que l'école va se dérouler de septembre à mai. On aura un examen national en juin, un peu comme le baccalauréat, et les résultats plus tard, remise des diplômes aussi. Donc, vous allez dans la ligue départementale, vous voyez le SG, le secrétaire général, il vous donne la liste des documents, vous les produisez, on vous enregistre, et quand l'école va débuter, vous allez faire votre école simplement. Ben, justement, ça c'est une très bonne chose parce que j'ai beaucoup de gens qui m'ont demandé comment on fait pour devenir arbitre. Je pense qu'on a la personne idoine qui nous a dit exactement comment ça se passe. Stéphane Foko Kamara, on va se tirer, on va bientôt arrêter dans quelques minutes. La dernière question que j'avais envie de te poser, c'est de savoir quand est-ce que les ambitions d'un jeune comme... Où est-ce que les ambitions d'un jeune comme Stéphane Foko Kamara s'arrêtent? Des ambitions? Oui, parce qu'on sait que... Je ne pas des ambitions. Vous avez, parce qu'on a parlé de l'arbitrage, on a parlé du football. Et comment... Quand est-ce que où est-ce que vos ambitions vont s'arrêter? Non, les ambitions d'un jeune comme nous, comme moi, ne s'arrêtent que lorsque nos ambitions évoluent en fonction du temps. Non, déjà en fonction du temps, mais surtout en fonction des capacités que nous avons. Si aujourd'hui je suis capable de diriger la commission centrale des arbitres, je reste ambitieux pour cette commission pour le développement de l'arbitrage au Cameroun. Et donc chaque fois que j'ai la capacité d'aider le football, je me rends ambitieux, c'est tout. C'est tout. Donc, ben, je ne suis pas ambitieux comme j'ai vu beaucoup de personnes aller dans les télévisions dire que moi, je vais être président de la Fédération camerounaise de football. Mais alors que tu n'as aucune vision du football camerounais, tu n'as même pas la vision de ta propre maison où tu es, mais tu veux être président de la Fédération camerounaise de football comment? Donc, moi, je ne peux pas ambitionner des choses que je n'ai pas pensées au préalable. Donc, mon ambition grandit avec le temps, mais surtout grandit avec les capacités que moi j'ai. Si je peux faire quelque chose, naturellement, je vais l'ambitionner. C'est tout. Et même dans le football, moi, j'ai l'habitude de le faire. Lorsque moi, je vois qu'il y a un secteur peut-être où je peux apporter ma touche, ce que je fais, c'est que je le fais. Je le fais. Je discute avec le président du football jeune à Tunyampi, je discute avec le président du football salle, je discute avec le président du beach soccer. Chaque fois que je peux apporter ma pierre à l'édifice, moi, je le fais en tant que membre du comité exécutif de l'Africa Foot. Et donc, moi, je pense que, étant très jeune, si vous regardez un peu dans l'histoire du football camerounais, je pense que je suis peut-être le plus jeune membre du comité exécutif qui ait jamais existé. Voilà pourquoi est-ce que... Ça, c'est vrai parce que avant vous, il y avait Ndjalakwan qui était là, mais il a démissionné. Bon, c'est vrai, j'ai pu compter. Donc, vous comprenez donc que je ne peux pas ambitionner pour l'instant plus que ça. Plus que ça. Ah, voilà, d'accord. Mais justement, Stéphane, dernière question. Est-ce que tu peux regarder la caméra parce que tu dois donner un dernier mot aux Camerounais, à ceux qui ne te connaissent pas, à ceux qui ont des doutes sur ta capacité, sur tes capacités managériales. Qu'est-ce que tu peux leur dire en dernier mot? Bon, déjà, la première chose que je vais dire, c'est que si vous voulez juger un homme, c'est au pied du mur. Comme on parle du maçon, c'est au pied du mur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a un passé. Lorsqu'on parle du passé, ça veut dire que si je veux juger le président de Stéphane Foko Kamara Stéphane, il suffit de regarder son passé. Ce n'est pas la première activité que moi je gère. J'ai été déjà président de fédération. Donc, ça veut dire que j'ai un passé qui est derrière moi. J'ai déjà été responsable d'entreprise, donc j'ai un passé qui est derrière moi. J'ai été responsable de club, président de club, j'ai un passé qui est derrière moi. Donc, la simple façon de commencer à avoir une idée sur Stéphane Foko Kamara Stéphane, c'est de chercher ce qu'il fait ou ce qu'il a fait et de voir si cette chose ont marché ou sont en train de marcher. Je suis président de l'Académie Dauphine aujourd'hui, promoteur de l'Académie Dauphine. Bon, si l'Académie marche, ça veut dire que j'ai quand même un minimum de capacité managériale. Maintenant, au niveau de l'arbitrage, ce que moi je voudrais seulement dire, c'est que vous ne pouvez pas vous braquer et estimer que vous allez comprendre ce qui est en train d'être fait. Si vous êtes ouvert à la compréhension, c'est-à-dire ouvert à comprendre où est-ce qu'on va, peut-être à partir de ce moment, il y a des choses que vous allez voir. Et donc, nous invitons simplement tous ceux qui sont de la famille des arbitres et qui soutiennent la Fédération camerounaise de football à se rapprocher de temps en temps. Même les journalistes qui se rapprochent de temps en temps de la commission ou du département de l'arbitrage. Et ça va leur permettra peut-être
de mieux comprendre comment est-ce que les activités se passent. Et à partir de ce moment, des suspicions, des questions et toutes les remarques pourront être faites. On a l'habitude de se réunir entre nous, les arbitres, et avec les anciens, pour prendre un peu des conseils et savoir comment les choses marchent. C'est comme ça que je fonctionne. Moi, j'aime bien les débats, j'aime bien les discussions. C'est ce qui me caractérise le plus. Vous savez que moi, je suis un serviteur de Dieu, donc je fais des débats tous les jours, des débats sur la divinité, des débats avec les musulmans, avec les témoins, ainsi de suite. Donc, faire des débats, c'est toujours constructif pour nous. Donc, quand j'ai la possibilité de faire un débat sur l'arbitrage avec un aîné ou avec un cadet, même un jeune arbitre, moi je le fais. Parce qu'il peut m'apporter, comme moi aussi je peux lui apporter quelque chose. Ouais, c'est comme ça. En tout cas, merci Stéphane Foko Kamga, parce que tu as parlé de discuter avec les témoins de Jéhovah. Moi, je suis un ancien témoin de Jéhovah. Et je suis très fier de ça parce que ça m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Bon, je voulais dire merci à Stéphane Foko Kamga qui est de passage dans mon pays, et donc je ne pouvais pas manquer parce que c'est pour la petite histoire, j'ai dit à Foko Kamga, président, mon GPS t'a localisé. Comment ça se fait que tu es dans mon giron, je ne sais pas. Donc, vraiment, j'étais très content parce que c'est la deuxième fois que je fais une interview avec Stéphane Foko Kamga, et vous avez eu l'occasion de voir que c'est un monsieur pragmatique, honnête et sérieux. Donc, pour moi, je pense qu'aujourd'hui, le football camerounais a besoin de jeunes qui sont sérieux et qui ont la suite dans leurs idées. Et aujourd'hui, on vient de passer près d'une heure et près de 2 heures ensemble. Et vraiment, vous avez compris qui est véritablement Stéphane Foko Kamga. Il vous a dit qu'il est promoteur de Dauphine Academy, il est membre du comité exécutif et il est aussi homme de Dieu. Ça, c'est très important parce que vous devez comprendre que s'il est homme de Dieu, ça veut dire qu'il met l'honnêteté au centre de tout ce qu'il fait. Et l'honnêteté veut dire qu'on ne fait pas de la corruption parce que je suis témoin et on m'a raconté beaucoup de choses que lui-même il ne sait pas. Où il y a des gens qui sont venus pour le corrompre, ça n'a pas marché. En tout cas, c'est une initiative que j'ai voulu commencer avec lui, c'est le talk. Chaque mois, on aura un invité soit sur le football camerounais. Vraiment, merci Stéphane Foko Kamga pour tout pour ton apport, parce que c'est un homme qui est rare dans les médias au Cameroun. C'est un homme, c'est tellement rare. En tout cas, vraiment, je suis très content de te recevoir et vraiment au mois prochain pour un autre invité du talk avec Signé Naha. Merci.